Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 425 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, ce sont la suite de nos bilans 2025 avec, cette fois-ci, les Philadelphia 76ers avec Matt de Dunk Hebdo et du podcast, surtout de 76 podcasts sur les Sixers en français. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan. Cette fois-ci, ce sont les Philadelphia 76ers qu'on attendait plutôt dans les derniers bilans, dans les meilleures équipes. Mais on n'a pas eu ça. On va en parler justement. Et aujourd'hui, pour parler de ça, on reçoit quelqu'un qui s'est lancé dans la création de contenu pour la première année. Et c'était peut-être pas la bonne année. On reçoit Matt aujourd'hui. Comment ça va, Matt ? Bah écoute, ça va. Merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir. Et ouais, effectivement, on a lancé notre podcast avec Amine et à chaque fois, on se l'est dit. Mais en fait, on lance, je pense, la pire année. En plus, c'était une année où j'ai plus le over-under, mais je crois qu'il était très haut et au final, comme on va en parler aujourd'hui, ça a pas bien décollé cette saison des Sixers. Moi, j'avais dit le potentiel maximum, j'ai pas de mal à les voir en finale. Et voilà, ça me paraissait pas choquant parce que quand tu connais Embiid, signature de Paul George, etc. On va dire qu'on n'a pas été dans le scénario maximum. Peut-être, on peut au moins dire ça pour le coup. Ouais, clairement. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Moi, j'attendais. Je pense que j'aurais mis ça aussi en potentiel maximum, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas eu ça malheureusement. Surtout niveau blessure en plus, ouais. Il y avait peut-être un truc l'an passé à faire, mais quoique, il y aura aussi des blessures l'an prochain, enfin pour 2026, donc pourquoi pas, on verra ça. Mais avant ça, avant de passer à 2026, on va faire le bilan en 2025. Non, c'est vrai que pour la première année où tu te lances dans la création de contenu pour les Sixers, mais aussi en général, toi tu es fan des Sixers justement, c'est mal tombé. Et en plus, il y a un côté, tu sais, qui est c'est une année nulle, mais même pas sexy, quoi. C'est même pas genre, à l'époque où tu commences à suivre les Sixers, ou genre, je sais pas, moi, tu suis des saisons de tanking, du process ou des trucs comme ça. Ça perd, mais tu sais que c'est un peu marrant avec plein de noms à découvrir. Là, c'est vraiment un côté, on est nul alors qu'on était censé être bon, quoi. C'est un peu frustrant, quoi, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et en plus, il y a pas eu vraiment de jeunes draftés, on va dire, à découvrir, même s'il y en a un, peut-être on en parlera, mais en plus, malheureusement, il s'est blessé très rapidement. Ouais. Donc, c'est vrai que niveau excitation de joueurs un peu à suivre, on va dire, sous les radars, non, c'est vrai que c'était pas du tout l'emballement. Les blessures se sont plus enchaînées les unes que les autres. Enfin, tous les joueurs majeurs ont été blessés, même les rookies, enfin les rookies ont été blessés. Enfin bref, pas une saison un peu achetée à la poubelle. Ouais. Effectivement, donc Matt, de Dunk Hebdo, que vous connaissez bien entendu, Ilmatic sur Twitter aussi. Alors j'ai dit Dunk Hebdo, mais peut-être pour l'instant Dunk Hebdo, c'est ça. Et peut-être il y aura un nouveau nom pour le projet d'après, mais restez branchés, bien entendu. Et puis donc ton podcast aussi que tu fais avec Amine, le podcast 76 pour les Sixers. D'ailleurs, pourquoi Sixers ? Tu t'as l'anecdote ou pas ? Non, je sais pas du tout. 76ers. Je sais pas du tout. C'est vrai que je sais pas pourquoi aussi on dit Sixers. Alors, j'ai l'impression qu'on dit Philadelphia 76ers, mais quand on dit que Sixers, faut dire Sixers et pas 76ers. Je crois que c'est ça. Non, je me demande si c'est par rapport à 1776, date fondatrice pour les États-Unis, etc. Ouais. Ou alors c'est parce qu'ils ont rejoint la NBA à peu près à cette période, il me semble, 77, 76, en venant de la ABA, ou je dis une bêtise peut-être, je ne sais pas. Mais non, je pense que c'est plutôt le côté Philadelphie, côte Est. Je pense que c'est plutôt le 18e siècle, pour le coup. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. En fait, c'est parce que c'est la déclaration d'indépendance qui a été faite en 1776. C'est pour ça, en fait. Là, je viens de regarder rapidement. Et il me semble qui dans l'histoire américaine ça pèse un peu plus que la fusion NBA-ABA. À vérifier, mais il me semble pour le coup. Non, je dis donc le podcast 76, podcast en français sur les Sixers, donc sur Philly, l'équipe de Philadelphie. Si ça vous intéresse, que tu fais avec Amine. Oui. On salue Amine évidemment, mais allons-y si tu veux bien pour donc les bilans 2025 cette fois des Sixers, donc des Philadelphia 76ers, les bilans 2025 du Basket Lab comme d'habitude. Vous connaissez le format. On prend chaque équipe une par une, on fait le bilan en 10 points clés, notre format des 10 stats de la saison, 5 pour toi, 5 pour moi, ça fait 10 en tout. Stats intéressantes ou alors stats un peu prétexte, juste pour enchaîner, pour parler de plein de petits sujets pêle-mêle à propos de l'équipe, collective, individuelle ou qu'importe, que sais-je, attaque, défense, on s'en fiche.
On est parti, je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Philadelphia 76ers 2025? Alors, la première, c'est plus de 52. Ouais. Et en fait, c'est un record NBA, à savoir, c'est en fait les Sixers ont utilisé plus de 52 starting line-up pour cette saison 2024-2025. Et à savoir, pour la petite histoire, c'est le record précédent, c'était les Memphis Grizzlies de l'année dernière, donc c'est pas si vieux que ça, qui en avait utilisé 51. Et c'est un peu... il y a un peu un parallèle, je trouve, à faire où eux c'était un peu pareil, ils se sont retrouvés avec plein de blessés l'année dernière et ils ont testé un peu, ils se sont retrouvés à tanker et à tester plein de joueurs différents. Et je trouve ce chiffre résume bien la saison des Sixers où en fait c'est une saison où il y a eu plein de blessés au final. Les trois joueurs majeurs qui ont un contrat maximum, qui sont Embiid, Paul George et Maxey, ces trois joueurs-là se sont blessés à un moment donné dans la saison. Il y a eu aussi la blessure de McCain, il y a eu plein de blessures. Je pense qu'arrivé à un moment donné aussi, les Sixers se sont dit de toute façon ils étaient loin dans le classement. Arrivé en février, ils se sont dit ça sert à rien de continuer à jouer le play-in ou quelque chose, autant aller à fond dans le tanking. Et du coup, Daryl Morey et le front office se sont mis à signer plein de two-way contracts pour aussi, je pense, tester des joueurs et se sont dit, si par exemple on trouve un mec un peu par hasard, on pourra le signer pour un petit contrat l'année prochaine. Donc ils sont mis à tester plein de joueurs. Au final, je pense que c'est pour ça que il y a eu autant de 5 testés. J'ai même calculé, il y a eu 24 joueurs à plus de 100 minutes qui ont porté le maillot des Sixers cette saison. Donc c'est énorme, à savoir que une équipe de NBA est composée souvent t'as 15 joueurs sous contrat plus 2 two-way, et là en fait ils ont utilisé 24 joueurs à plus de 100 minutes, ce qui est énorme. Un roster de 15 à peu près normal, on va dire, mais en plus les 15 sont pas forcément tous au-dessus des 100 minutes d'habitude. Oui, donc là d'en avoir 24, c'est quand même assez énorme. Pour le coup, non, mais c'est vrai que le record, alors je crois que c'était le record de, ils avaient peut-être les deux, mais je suis sûr qu'il y avait un record de nombre de joueurs qui avaient participé à la saison des Memphis Grizzlies l'an passé. Oui. Je crois que c'était un chiffre qui était énormissime, genre 35, 36. Là, vous êtes que 30, mais avec plein de combinaisons différentes au niveau des line-up, donc ça fait plein de line-up. Non, mais c'est vrai qu'il y a Maxey et Paul George en effet, mais je pense que surtout c'est la blessure de Embiid premièrement, qui a fait 19 matchs. Bon, c'était une de mes stats, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Embiid pour cette saison. Il va être un peu absent de ce bilan malheureusement, mais c'est quand même le meilleur joueur de très loin. À peine 19 matchs, et son dernier match, il était, je l'avais de tête, mais je vais vérifier, assez tôt dans la saison. Ouais, c'est ça, fin février, le 22 février. Et puis ensuite c'est fini. Et sachant qu'avant, il avait des périodes de un mois entier sans jouer, quasiment un match par-ci par-là. Donc 19 matchs. Le dernier en février, et on rajoute aussi l'élément contextuel, on va dire, et de draft. C'est-à-dire que vous aviez un pic qui partait je ne sais plus où, mais qui était protégé OKC, qui était assez fort protégé. Donc ça aussi, ça a été une motivation finalement à dire on va tanker plutôt que de perdre le pic en fait. Et d'ailleurs au final ça a marché, puisque désormais la draft donnant les meilleurs joueurs, non pas aux pires équipes, mais à des équipes pas mal. Vous êtes monté top 3, donc vous avez pu garder le pic. Non mais alors blague à part, il y a ce truc, mine de rien, de clairement en dire, on va pas jouer pour être le 10e à l'Est, et perdre notre pic, qui est d'une valeur quand même assez inestimable, un pic qui va être dans la loterie, ou même encore pire dans le top 10. Donc cette motivation supplémentaire a fait que, d'ailleurs, c'est pas une de mes stats, mais maintenant que j'y pense, je crois que ça doit être le stat improvisé 1. Je crois que c'est la première fois que Daryl Morey tank en carrière. Lui qui est GM depuis 2007, un peu comme Sam Presti. Lui qui avait fait quasiment 20 ans de GM sans bague, un peu comme Sam Presti. Ah mince, Sam Presti a une bague, ça y est, donc maintenant il est largement meilleur. Mais non, mais je rigole un peu, mais c'est deux GM qui ont été mis en poste en 2007, et Daryl Morey n'avait jamais tanké. Et même ce qui est marrant, c'est qu'il raconte qu'à un moment donné, il y avait Sam Hinkie dans son équipe aux Rockets, tu sais. Donc le fameux Sam Hinkie, responsable du tanking aux Sixers entre 2013 et il s'est fait virer en 2016 par Adam Silver. Et voilà, donc les fameuses années noires du tanking à fond des Sixers. Et Sam Hinkie, à la base, il sort du front office de Daryl Morey, et Daryl Morey raconte qu'il y a des périodes aux Rockets où ils sont, tu vois, un peu une équipe moyenne, quoi, tu sais, entre les blessures de Yao Ming et de Tracy McGrady et tout, et il dit non, mais Sam Hinkie, à l'époque, il m'avait dit non, il faut tanker. Finalement, il l'avait jamais fait.
Faut dire aussi qu'il a eu un peu de chance parfois par exemple le trade de James Harden qui lui tombe un peu dessus, l'opportunité qui n'aurait pas dû arriver. Donc là cette fois on boucle la boucle avec Sam Presti au passage. Mais voilà, c'est marrant de voir que ça y est, enfin il a fallu quasiment 20 ans pour que Daryl Morey tank enfin, c'est fait. Et finalement tu gardes le pic, donc on va dire que c'est un mal pour un bien cette saison catastrophique pour obtenir Vijay Edgecombe en top 3 à la draft. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que je pense que c'est un tanking qui a été forcément, c'était pas l'objectif évidemment du début de saison, mais c'est vrai qu'on a bien senti qu'arrivé en février, en fait, ils se sont mis à ne plus faire jouer les joueurs majeurs. Ouais. Joel Embiid, je pense que bon, déjà il y a un moment donné en décembre, ça commençait un petit peu à revenir. Puis à chaque fois, en fait, il avait ce problème de gonflement du genou qui a un peu les séquelles de sa blessure au ménisque, donc il s'est jamais vraiment remis, on a l'impression. Et ensuite, alors Paul George aussi a été beaucoup blessé. Il y a eu 2 hyper-extensions du genou, une en pré-saison, une en début de saison. Ouais. Ensuite, il s'est fait aussi une blessure au doigt. Lui aussi, il y a un moment, ils se sont dit on arrête de le faire jouer. Je pense qu'il y a peut-être pas des inventions de blessures, mais je pense que peut-être il y avait des petits bobos et ils se sont dit bon de toute façon on va plus du tout les faire jouer. À un moment ils auraient peut-être pu revenir, mais ça servait à rien. Je sais que Maxi c'est un peu le cas. Je pense qu'il aurait dans une saison normale il serait revenu avant. Bon là ils se sont dit on va pas forcer dessus. Tout le monde ne joue plus. On fait jouer des tout et contracts comme ça au moins on maximise le tanking parce que comme tu l'as très bien dit c'était pas gagné. Le pick était protégé top 6 et à savoir qu'en fait c'est dû à l'échange de Al Horford qui avait été échangé à l'époque contre Danny Green à OKC. Et du coup Daryl Morey avait échangé ce first pick, donc ça remonte quand même à plusieurs années. Et c'est pour ça qu'en fait, ce pick était protégé top 6. Il était top 6 et vous finissez au buzzer 5e ou 6e pire bilan de NBA. Mais après, c'était pas fini, parce qu'il y avait encore la loterie. Donc, exactement. Il y avait 60% de chances de le conserver, ce qui était pas forcément gagné, 60%. Exactement. Et donc à l'époque, le trade, c'est Daryl Morey qui en effet arrive après la période Elton Brand, qui a un peu dépensé à tout va sans compter et très mal, et qui donc est obligé de salary dump notre ami Al Horford à OKC, mais pour que OKC accepte de le prendre, ils disent ok, nous on s'en fiche, on est nul, on encaisse le salaire, mais donnez-nous un pick. Et donc le pick est reporté à l'an prochain et il est moins protégé. Protégé top 4 cette fois. Ouais, top 4 seulement. Ok. Ah non, oui, moins protégé, oui, je m'entends. Seulement protégé top 4. On espère que vous fassiez pas une deuxième saison catastrophique. Non, on espère, ouais. Ouais. On est d'accord. Mais ok, voilà pour la première stat. Effectivement, c'est bien de commencer par ça, puisque ça marque l'instabilité de cette équipe, mais à cause des blessures. Et le bilan, c'est bien de le commencer ainsi. Tiens, moi j'avais une autre, ma première stat du jour, donc pour aujourd'hui, 118,4. 118,4, je ne sais pas si tu te doutes ce que c'est. C'est un defensive rating, c'est le defensive rating de nos amis des Sixers. Et c'est le 26e de NBA. Donc c'est quand même pas bien. 26e sur 30, on a une des pires défenses de NBA. Et vous allez me dire, finalement, c'est une équipe nulle qui défend mal, d'accord. Mais en fait, je pense que autant on pouvait s'attendre que l'attaque souffre, et même souffre beaucoup en l'absence d'Embiid, parce on sait que c'est un mec, première option d'attaque, etc., gros volume, d'accord. Et en effet, l'attaque est seulement 22e sans Embiid. Mais autant je pense que parfois on a un peu tendance à sous-estimer l'impact défensif de Embiid, et je dis ça en tant que on sait qu'il y a quand même aussi des irrégularités durant l'entièreté de saison régulière, etc. Mais tout de même, quoi. Et c'est vrai que sans lui, on a vu que c'était clairement une des pires défenses de NBA, alors qu'on est loin du Embiid prime, on va dire de la fin des années 2010 sans doute, où c'était plutôt par là qu'il était à son pic. Et tu vois, par exemple, l'an passé, la défense était encore 11e de NBA. 11e de NBA en 2024. Et il y a plein de compartiments du jeu où on peut essayer d'aller gratter qu'est-ce qui est un peu différent. Ils sont 30e en fréquence de tir au panier. Bon, c'est quand même pas top, hein, d'être bon dernier sur autoriser le nombre de tirs au panier, qui est le tir le plus rentable. Bon, après, ils étaient 24e déjà l'an passé. Aussi parce que les schémas de Nick Nurse sont très dynamiques, etc. Ça. Donc, on n'a pas un Joel Embiid dans son fauteuil, comme celui du drop, par exemple, ou proche du panier. 24e cette année en efficacité autorisée au panier. 24 sur 30, c'est pas top non plus. L'an passé, 17e. Donc, c'est un peu meilleur, mais pas non plus des tonnes meilleures, pour le coup. Le rebond, 30e. Bon dernier aussi cette année. L'an passé, 26e.
Donc c'était pas non plus très bon déjà l'an passé, mais on est catastrophique cette année. Et donc c'est un peu des éléments où effectivement Embiid en général peut aider là-dessus. Lancer franc aussi, ils sont 20e pour cette saison. Bon, en l'occurrence, ils étaient 26e l'an passé. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit que c'est pas que totalement l'impact de Joel Embiid, et je sais pas si tu auras cette stat ou pas, mais il me semble que tu la connais. C'est qu'en fait, il n'y a pas que Embiid et l'absence d'Embiid, il n'y a pas que le fait qu'on a fait jouer des two-way contracts, etc. Il y a aussi une réussite à 3 points adverse qui est un peu aberrante, quoi, pour le coup. C'est-à-dire que défensivement, les Sixers ont encaissé des 3 points à un taux de combien? 38,2. 38,2, ouais. C'est ça, c'est absolument aberrant. 29e sur 30, évidemment. Et quand on parle d'efficacité autorisée à 3 points, c'est un peu un abus de langage, parce qu'en vérité, on ne maîtrise pas tant que ça, on maîtrise même pas du tout l'efficacité à 3 points adverse, en réalité. On peut essayer de contester des tirs, on peut essayer on peut maîtriser le volume, on peut maîtriser à quel point on autorise des tirs ou pas à 3 points. Est-ce qu'ils vont être dans telle zone ou telle zone? Ça, d'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, l'efficacité, non. Et en fait, le problème, c'est que donc l'efficacité que des joueurs en face a été énormissime. Et le problème, c'est que tu autorises aussi beaucoup de 3 points schématiquement, parce que avec ces schémas très dynamiques, très agressifs, etc. Donc 40% des tirs autorisés par les Sixers étaient des 3 points. Et ces 3 points sont rentrés avec un taux absurde de 38,2, la moyenne étant autour des 35 à 3 points en NBA. Grosso modo, c'est comme si la moitié de tes tirs étaient concédés à un shooter à 3 points, et ce shooter à 3 points était Jalen Brunson ou Derrick White. Voilà, c'est des mecs qui cette saison étaient à 38,2%. Je trouvais la modélisation assez sympathique de dire voilà, défensivement, c'est comme si tous les 3 points que tu avais concédés étaient pris par Jalen Brunson ou Derrick White. C'est vrai que il y a un aspect de défense, peut-être défense d'aile, les close-out, etc. Mais pas que, il y a aussi un aspect un peu aléatoire au shoot. Et là, en l'occurrence, c'est pas tombé du bon côté, on va dire, pour les Sixers. Ouais, complètement. Et en plus, c'est vrai que ce qui est marrant quand tu regardes un peu les stats, c'est que là où les adversaires ont bien shooté, c'est sur les shoots à 3 points, mais qui ne viennent pas des corners. C'est vraiment ce qu'ils appellent above the break. Donc c'est si on supprime les shoots pris dans le corner, c'est vraiment les shoots pris devant, en fait, devant la ligne à 3 points. Et c'est là en fait où les adversaires ont été le plus efficaces. Et moi, c'est ce qui m'interpelle aussi un peu, c'est que quand on regarde un peu la fréquence qu'autorisaient les Sixers, en fait, là où ils ont été le plus efficaces pour empêcher les adversaires de shooter, c'est dans la zone des mid-range. Ils sont premiers dans les short mid concédés, deuxième dans les long mid, ce qui te fait un résultat de premier sur les long mid concédés. Mais en fait, tu te dis au final, normalement, t'aurais préféré l'inverse, quoi. Ils sont derniers au cercle et 25e en fréquence à 3 points. Donc c'est vrai que c'est un peu, je saurais pas trop l'expliquer. C'est un peu bizarre, surtout que je me souviens l'année dernière quand même, Nick Nurse avait un peu employé des schémas pour empêcher plutôt les adversaires de shooter à 3 points. Là, c'est vrai que cette saison, c'était pas trop le cas. Et moi, moi, ça rejoint aussi un peu une stat que j'avais par rapport au rebond. C'est, là, en fait, ils sont derniers en rebond défensif cette année. Mais c'est vrai que quand tu regardes aussi l'année dernière, ils étaient pas bons. Et historiquement, cette équipe des Sixers était quand même plutôt bon. Je me souviens, sous Doc Rivers, c'était souvent dans la moyenne. Quand c'était Brett Brown, l'équipe était souvent top 10. Mais c'est vrai que ça fait 2 saisons où les Sixers, en fait, sont pas bons au rebond défensif. Je me demande s'il y a pas... Alors, je pense qu'il y a aussi déjà, quand Joel Embiid jouait, j'ai l'impression que Embiid est un peu moins fort de ce côté-là du terrain que dans son prime défensif. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a un peu un manque de personnel de ce côté-là, où tu sais, il y a un peu un manque d'ailiers défensifs, d'ailiers qui sont forts au rebond. Il y en a pas vraiment depuis plusieurs saisons aux Sixers. Et je pense qu'il y a ça d'un côté. Et puis je pense qu'il y a aussi les schémas de Nick Nurse où il utilise énormément de schémas en stunt. C'est plutôt un coach qui va aller chercher l'interception et créer des pertes de balles plutôt qu'au final d'être bien placé et d'être au rebond. Et je pense que ces 2 trucs mis bout à bout fait qu'on arrive à une équipe des Sixers en fait qui a pas été très bon au rebond défensif. Ouais, puis schématiquement, quand tu fais monter Embiid un peu sur les écrans, sur des edges ou quoi, il est loin du panier, quoi. Donc il y a ça aussi. Et en fait, on est typiquement sur le profil.
Bon, cette année, mettons-le un peu entre parenthèses, mais même l'an passé, les deux sont pareils, mais même l'an passé, on était déjà sur des schémas à la Nick Nurse. C'est-à-dire que tu vas prendre les profils stats des équipes de Toronto, on est nul au rebond, on est nul aux fautes, on fait beaucoup de fautes parce que ça court de partout, parce qu'on a les schémas agressifs sur le pick and roll, sur le ballon. Et donc forcément, l'avantage, c'est que tu crées beaucoup de turnovers, ok. Et d'ailleurs, c'est encore le cas cette année, un 3e en création de turnover, alors que plein de bons joueurs n'ont pas joué. Mais t'es 3e, t'es élite au turnover. Mais le contre-coup, c'est que tes bigs sont là du panier, tes bigs sont dans le périmètre, les stuns sont dans tous les sens, donc t'es pas complètement en place. Donc les rotations, c'est une prise de risque, de faire un mouvement, enfin une rotation à plein mouvement, plutôt que des mecs déjà parqués dans la raquette ou d'être un peu plus en contrôle, on va dire. Donc voilà, on est typiquement sur une défense de Nick Nurse, mais j'avoue que l'aspect du shoot, pour moi, encaisser autant de 3 points, c'est quand même assez primordial, quoi. Quand la moitié de tes tirs, c'est ça, et que ça rentre à ce point, bon, ça, c'est un peu parlant, et c'est aussi pour ça que la défense est à ce point catastrophique, hein. Tu vois, vu qu'on parle un peu les fameux, donc, 4 factors, les 4 facteurs stats, donc, turnover, c'en est un, le rebond, c'en est un. On a dit 30e sur 30, tu l'as dit, dernier. Lancers francs, ils sont 20e sur 30, pas top. Et le 4e, c'est l'adresse autorisée. Et ils sont 30e, quoi. Ils sont 30e sur 30 à l'adresse autorisée. L'adresse sur tous les tirs. Tout type de tir. L'adresse un peu ajustée pour les 3 points et les 2 points. Et voilà, le 3 points, clairement, ça participe à ça. Ce qui est toujours tentant, c'est de rationaliser en se disant, c'est aussi lié au niveau des défenseurs, à quel point t'as des défenseurs cool et compétents pour les close-out, pour fermer sur les tirs, etc. Bon. Stats parlantes, pour essayer un peu d'argumenter plutôt moi ce que je pense être, c'est peut-être pas la vérité, mais ce que je pense être et ce qu'on constate depuis des années, c'est que il y a un facteur aléatoire qui est très grand. Pour aller un peu dans ce sens-là, je me suis dit peut-être que en effet ils encaissent beaucoup plus de tirs à 3 points très grands ouverts par exemple. Bon, en fait ils sont à 19,8 3 points très grands ouverts où il n'y a aucune interférence du défenseur. Le défenseur est à plus de 6 pieds du shooter, donc là on peut pas argumenter que il y a une influence de la défense. Et sur ces 3 points très grands ouverts, ils encaissent une efficacité de 41%, ce qui est largement au-dessus de la moyenne. Donc grosso modo, les shooters dans un fauteuil mettaient 41% de leurs tirs contre les Sixers. J'ai pris l'inverse, l'excès inverse ou l'autre bout du spectre. J'ai pris OKC. OKC, figure-toi qu'en volume de tirs très grands ouverts, les wide open, 19,89 par match. Donc bref, le même volume pour le coup. Et sur ce même volume, OKC encaissait par exemple 37% d'efficacité. Voilà, tu vois, on peut pas argumenter vraiment que il y a un aspect défensif vu que on parle ici du fait que c'est les très grands ouverts où le défenseur est très loin. Donc c'est littéralement le tir il y a aucune influence sur le shooter. Donc je pense qu'il y a un fort effet finalement assez aléatoire, même si en effet le fait d'avoir une escouade de périmètre qui est pas top, ça n'aide pas à gérer le volume, ça n'aide pas à gérer la qualité, ça n'aide pas à gérer la dangerosité, etc., etc. Mais voilà, je pense que c'est quand même un élément assez primordial là-dessus et on verra l'an prochain. Mais je pense que même la défense en général sur Embiid, son niveau défensif sera surveillé pour l'an prochain si t'as envie d'être compétitif en réalité. Bah oui, non, mais c'est sûr. C'est vrai que, en plus, Nick Nurse, c'est quand même, je pense, un coach, tu sais, c'est le genre de coach que sur les shoots grands ouverts, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup. C'était pris par des joueurs où t'as envie que ce soit eux qui prennent le shoot à 3 points. C'est pas non plus que du fait. Tu vas laisser que des shooters très compétents adverses prendre ces shoots-là. On est quand même sur un coach qui est, on va dire, il aime bien ces schémas un peu, faire un peu des fois du roaming, faire de la défense un peu intelligente, enfin entre guillemets. Quand je dis intelligente, c'est voilà, les bons shooters, on va quand même essayer de les quadriller un minimum, mais par contre, on va laisser les shoots ouverts aux shooters qui sont moins bons. Et c'est vrai que la stat là que tu as dit des shoots grands ouverts, je pense que ça représente bien ça. C'est que on peut pas vérifier, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de shooters qui étaient peut-être pas très bons et en fait qui ont tout simplement rentré leur tir cette saison. C'est la Jedi Defense, mais en sens inverse au final. Ouais, c'est la Sith Defense, on peut dire. Non, et puis en plus, 4 fois par an, les Sixers, ils doivent affronter Boston, leur spacing. Ils doivent affronter New York, qui avait des shooters d'élite cette année aussi, avec Towns. Bon, ça doit pas aider, même si c'est un peu dérisoire, évidemment. Bref, avançons. Quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour ces Sixers 2025 ? Alors, ma deuxième stat, c'était 10,3.
Et en fait, c'est le nombre d'isolations par match que jouaient les Sixers cette saison. Et en fait, pour dire, c'est 4e de NBA. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes un peu les équipes qui sont autour. En première place, on a les Clippers. En deuxième place, on a les Mavericks. Troisième, Boston Celtics. Et juste derrière les Sixers, Oklahoma City. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est on se dit, les 4 équipes que je viens de citer autour des Sixers, on peut le dire, c'était des équipes contenders. Alors Dallas, évidemment, après le trade de Doncic et les blessures, ça a changé pas mal de choses. Mais en tout cas, c'était des équipes en début de saison et même tout au long de la saison, c'était des équipes contenders. En fait, je trouve que ça m'a un peu étonné de voir les Sixers là-dedans, parce qu'au final, avec, comme on l'a dit, avec toutes les blessures qu'il y a eu, en fait, tu t'es retrouvé avec une équipe finalement qui jouait avec des joueurs beaucoup moins forts. Mais au final, t'as un volume énorme d'isolation, en plus pour une efficacité qui est pas très bonne. Hein. Ils sont dans le 48e centile, alors que les équipes que je viens de citer, elles sont toutes au-dessus ou à peu près dans le 80e centile. Et c'est vrai que moi, c'est un peu quand tu regardais les matchs, alors je pense que c'est aussi un peu beaucoup la philosophie, de Nick Nurse. C'est beaucoup en fait de l'attaque de mismatch. Il y a pas beaucoup finalement, on s'est retrouvé à une attaque qui était un peu caricaturale, j'ai trouvé des fois, où en fait, j'avais l'impression que quand Joel Embiid jouait pas, on avait un peu le même plan de jeu. Et ce qui m'a aussi frappé, il y a une deuxième stat un peu qui recoupe ça, c'est l'année dernière, les Sixers jouaient énormément de dribble and off. Ils étaient 7e de NBA avec 6,5 par match. Et cette année, en fait, c'est carrément retombé. Ils sont 8e pire. Donc, on est passé de 7e meilleur à 8e pire en termes de fréquence de dribble and off par match. Et je trouve que ça recoupe un peu ça, où l'année dernière, je trouvais que il y avait un peu une mini révolution. J'ai envie de dire, c'est pas non plus une énorme révolution, mais Nick Nurse utilisait un peu plus de mouvements, on va dire, autour de Joel Embiid, où lui était un peu plus utilisé en passing hub. Et il y avait beaucoup de dribble and off qui étaient faits avec Maxi, avec d'autres joueurs, où on essayait un peu plus de coupe vers le cercle, ce genre de choses. Et cette année, je trouve qu'on a un peu moins retrouvé ça. Alors, évidemment, je pense qu'il y a aussi l'effet blessure, hein. Le fait que Embiid était pas là, tu peux un peu moins reproduire ces schémas. Mais je trouve qu'on est retombé un peu dans le Nick Nurse, un peu, je trouve, caricatural, tu sais, de Toronto, où il avait, même quand il avait plus des créateurs très efficaces, en fait, c'était énormément d'isolation et je vais rechercher mon mismatch pour des joueurs comme Siakam ou comme Fred VanVleet, qui sont pas reconnus pour ça, mais que Nick Nurse aime bien malgré tout faire. Après, je pense qu'il y a aussi, alors déjà statistiquement, les stats de dribble and off, par exemple, c'est les possessions terminées sur dribble and off. Mais je trouve que dans le jeu, il y a toujours la même weave offense, W-E-A-V-E. C'est-à-dire, c'est un peu, c'est vague, hein, littéralement, c'est vague, où t'as un mec qui part depuis l'aile gauche, qui vient plein centre du terrain, un mec qui vient depuis l'autre aile, qui hop, je lui passe la balle comme ça, puis un autre qui revient enfin bref, ce côté un peu mouvement dans le périmètre avant d'attaquer, un peu la dribble drive offense aussi de Calipari à Kentucky. Mais, il peut à Kentucky, mais, pardon. Mais voilà, là-dessus, c'est le côté, en fait, il y a des dribble and off qui sont joués, mais vu que les mecs sont moins compétents aussi, ça donne rien, je trouve, en un sens. Et tu vois, l'isolation, elle a un contre 1. C'est malheureusement un peu le travers dans lequel une attaque peut retomber quand t'as pas des bons joueurs et que les plans et les systèmes fonctionnent pas. Bon, on arrête, on fait un contre 1, mais parce qu'il reste plus que ça à faire, quoi, en un sens. Donc je pense que le manque de talent a peut-être aussi aggravé ce côté schématique ou le constat qu'on peut faire, c'est aussi parce que derrière le talent était peut-être un peu limité. Donc c'était tiens, ça marche pas. Kelly Oubre fait isolation, fait un contre 1. Maxé, y a rien à faire, fait un contre 1, etc. quoi. Oui. Donc voilà, tiens, je peux caler ma deuxième stat du jour, comme ça on peut continuer de parler de l'attaque aussi. Moi j'ai parlé, tu sais, on vient de parler de l'efficacité à 3 points encaissés. Ma deuxième stat du jour maintenant c'est 34,7, c'est le pourcentage à 3 points offensif des Sixers. Et c'est pas bien, c'est pas très bien. Et ça, pour le coup, on peut pas dire que ce soit forcément l'absence d'Embiid, qui est pas non plus un shooter à haut volume. Mais voilà, les Sixers, grosso modo, ne mettaient pas leurs 3 points, pas beaucoup, et c'est un problème de spacing qui est quand même assez important, je pense qu'on peut dire. Donc 27e efficacité offensive de NBA, ouais, c'est ça. Et la différence entre la défense et l'attaque, c'est que, je crois que j'ai déjà dit 2-3 fois, mais défensivement, ton pourcentage défensif à 3 points, c'est aléatoire, notamment aussi parce que tu affrontes 250 joueurs NBA. Il y a 250 adversaires qui prennent des shoots, tu peux pas contrôler.
Donc là, il y a une partie aléatoire qui est assez grande, alors que tu sais, sur l'attaque, l'attaque, ce sont tes joueurs à toi, et donc ce sont que, entre guillemets, 10 ou 12 joueurs. Alors dans le cas des Sixers, c'est une vingtaine, mais c'est quand même un échantillon plus réduit, donc il y a un peu moins ce côté aléatoire, il y a un peu plus de corrélation entre, si t'as des bons shooters, en général, tu vas faire une bonne saison à 3 points, si t'en as un mauvais, tu vas pas bien shooter. Donc, malchance sur la défense, et en attaque, c'est plutôt aussi un manque de compétences. Je sais pas ce que t'en penses, cet aspect de manque de spacing et de 27e efficacité à 3 points offensive. Bon, Kelly Oubre, 29%, et on n'est pas étonné, en carrière, il est à 32, mais c'est pas un shooter. Paul George, qui est un des meilleurs, qui est à 35 à peine, donc au niveau de la moyenne. Donc, voilà, ça n'aide pas. Caleb Martin, 37 aussi, mais c'est pas un gros volume du tout. Je pense que dans les seules satisfactions, on a Yabusele, qui est sur un volume assez médian de 4 par match, je crois, qui est à 38%, donc c'est bien, pour le coup. Mais c'est pas un gros volume qui va sauver le tout. Justin Edwards aussi, 36 au niveau de la moyenne, mais c'est pas un grand volume non plus. Ricky Council, 25% carrément. Maxey aussi, et c'est un peu le principal, c'est que Maxey a pris plus du double du deuxième joueur des Sixers qui a tenté beaucoup de 3 points, plus du deuxième, donc pardon, il est à 33 sur la saison, 33 et quelques, donc il est un peu en panne, et donc forcément ça affecte aussi la réussite des Sixers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un manque de spacing évident, parce que il y a pas de shooter, et pourtant on est sur la 5e fréquence de tir au panier. Et tu vois, ça, je trouve que ça atteste bien il y a pas le spacing, il y a pas les shooters qui aèrent, il y a pas les shooters qui punissent même. Mais offensivement, l'attaque de Nurse avec cette dribble drive offense, weave offense, fait qu'on arrive plutôt pas mal, j'ai trouvé, même dans des matchs un peu nuls ou manque de talent pur, mais on arrive à libérer des lignes de drive et des tirs au panier pour le coup. Et même, tu vois, je dis 5e fréquence de tir au panier, malgré ce manque de spacing. Bon, le problème c'est que les tirs au panier sont pas bien mis. À peine 24e de NBA. Donc même si t'arrives à aller au panier, le fait est que s'il y a 4 défenseurs dans la raquette, tu vas pas le mettre le tir. Mais au moins t'arrives à aller au panier assez fréquemment, ce qui est bien parce que c'est la zone la plus rémunératrice, la plus rentable en termes d'un point de vue rentable, mais en plus en termes de création de jeu, parce que tu peux aussi ressortir quand tout le monde vient à l'intérieur. Et en termes de drive, ils sont même 14e efficacité de NBA. Donc drive, c'est pas mal. Cette fréquence au panier, elle part des drives, à mon avis. Et le drive, comme dit, avec cette weave offense, ça marche. Le problème, c'est les cuts. Et tout ce qui est un peu catch and finish, on va dire, la catégorie des cuts où ils sont 30e sur 30. Donc, grosso modo, pour résumer, Sixers, pas de spacing. Malgré tout, ils vont au panier. Les drives, c'est cool, mais il n'y a pas de panier facile autour du panier. Il n'y a pas de panier facile autour du cercle, pardon. Donc, c'est un peu comme ça qu'on explique les mots des Sixers, je trouve, sur cette saison. Oui, et en plus, c'est vrai que cette fréquence de tir au cercle, on le voit, c'est clairement la philosophie, de Nick Nurse, puisque tu vas regarder, en fait, les 2 dernières saisons, les Sixers sont dans le top 10, alors qu'avant, ils étaient plutôt 15, 18e, quelque chose comme ça. Et mais par contre, c'est vrai que on le voit, comme tu dis, je pense que c'est les espèces de jeux de main à main là, de weave offense où ils le font souvent, même quand Joel Embiid jouait, il le faisait partir aussi du périmètre où on met un peu les joueurs en mouvement, puis comme ça nous permet d'aller au cercle. Juste, je te coupe pour appuyer ton propos. Joel Embiid l'an passé, c'est le meilleur driver de NBA. Oui. Pas sur un grand volume, mais sur un petit volume. Aussi parce que, comme tu dis, Nick Nurse avait mis même lui sur de la weave offense, donc ça sert, quoi. Ouais, c'est ça. Et même Paul George, alors j'ai plus les stats sous les yeux, mais je me souviens être allé voir les stats de drive de Paul George. Elles sont bonnes. Je crois qu'il a un volume de pas loin de 10 drives et l'efficacité au-dessus des 50% en termes de finition. Donc même lui qui fait pas une bonne saison dans la globalité, on voit que cette philosophie d'aller chercher des tirs au cercle, enfin essayer d'être efficace, lui a fait une bonne saison en tout cas dans ce compartiment du jeu là. Ouais. Et il y a aussi, je trouve, un deuxième chose qui recoupe un peu on va dire, l'efficacité de l'attaque des Sixers. En fait, quand tu vas regarder un peu les temps de jeu des joueurs qui ont le plus joué, parmi les 6 plus gros temps de jeu, en fait, il y a un seul joueur qui a un true shooting plus positif, qui est au-dessus de la moyenne. Et c'est Gershon Yabusele, qui avait pas non plus un gros rôle, mais tu vois, il y a, c'est ça, ouais. Kelly Oubre qui a le plus gros temps de jeu, il est à 96 de true shooting plus, Tyrese Maxey est à 98, Paul George, on a dit, sa saison est pas très bonne, 94. Après, c'est des jeunes joueurs, on a Ricky Council qui a 87 et Justin Edwards qui a 97 de true shooting plus. Donc, on voit juste pour rappeler, true shooting plus, c'est efficacité relative à la moyenne. Donc, quand on dit 98, par exemple, la moyenne, on la fixe à 100. Donc, c'est moins 2%, 96, moins 4%, etc. Donc, voilà. Juste pour préciser au cas où il y a des nouveaux auditeurs.
C'est ça, et je pense que quand on recoupe un peu vu qu'il y a des role players là-dedans qui sont amenés à plutôt finir que de créer, mais on voit que ça se traduit en fait dans ce True Shooting Plus où en fait oui, on n'avait pas des joueurs efficaces. C'est pour ça qu'on a une attaque qui est aussi mal classée cette saison. Ouais. Et on peut dire aussi que là on fait le bilan 2025, donc on juge ce qui a été. On peut se dire que peut-être à terme, pour l'an prochain notamment, l'objectif ce serait d'avoir plus la balle avec Embiid, donc peut-être déjà maxer un peu plus en catch and shoot qu'en pull-up, un peu plus en off-ball. Donc ça, un peu plus de rentabilité. Peut-être que Paul George va aussi être un peu plus off-ball ou retrouver un peu l'efficacité au tir, plutôt 40 que 35. Donc ça, c'est un deuxième élément. Jared McCain, qui est un bon shooter, oui, qui a fait 20 matchs à peine, on va en parler, mais lui, il a un talent de shoot, mais sauf que pour l'instant, il n'a pas été là, donc il n'a pas participé à la saison non plus. Donc ça, c'est du spacing en plus. On en parlait un peu en tel là, mais Viljes-Combe, on espère qu'il y aura au moins un petit catch and shoot. Pour l'an prochain, la création, on verra plus tard, mais au moins un petit catch and shoot. Bon, à la limite, ça, on peut dire que je me projette. Qu'est-ce qui a été aussi recruté que j'oublie, je ne sais plus, mais bref, il y a un peu cette idée qu'on espère un peu plus de spacing pour l'an prochain, et ça paraît pas non plus une idée si saugrenue de se retrouver peut-être pour le bilan 2026 et de dire au moins on a été une équipe au moins moyenne, voire même bonne en spacing, parce qu'on aura retrouvé soit des shooters, soit on aura remis des mecs dans des rôles un peu mieux pour eux, quoi. Oui, c'est ça. Il y a aussi, je pense, à Quentin Grimes, qui a été pris à la trade deadline, qui a un bon finisseur. Il y a Adem Bona dans le poste plutôt d'intérieur, mais je pense qu'il y a un beau potentiel de catch and finish. Et oui, comme tu dis, le problème, c'est que il y a eu beaucoup de joueurs, les Kelly Oubre, les Ricky Council, on l'a vu, qui ont eu un énorme temps de jeu, mais c'est des joueurs qui ont pas mal de défauts en attaque. C'est pas des joueurs qui ont un très bon toucher de balle. Kelly Oubre a jamais été bon en catch and shoot à 3 points. Council, ça a pas l'air non plus d'être le cas. Et je pense que ces joueurs-là ont un peu détruit le spacing des Sixers. Voilà, effectivement, le spacing a été un problème, mais on a quand même vu la patte Nick Nurse. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme tu sais, en défense, on l'a même vu la patte. C'est-à-dire qu'ils sont une défense catastrophique. Et pourtant, on voit quand même que ça crée des turnovers. Tu sais, ça me fait un peu penser à des cartoons, tu sais, où t'as Bip Bip ou Coyote, ou je sais pas, il se prend une bombe dessus, il y a tout qui explose, mais il reste le squelette, quoi, tu vois. Ouais. Nick Nurse, même une saison de tanking catastrophique, il y a tout qui explose, mais il reste quand même la création de turnover, ou le fait d'aller au panier en attaque. Voilà, c'est la patte Nick Nurse, on va dire. Mais voilà. Très bien, je peux te lancer. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour ces Sixers 2025? Alors, ma stat, c'est 9. Ouais. En fait, 9, c'est un filtrage. D'accord. En fait, j'ai filtré plus de 1800 minutes jouées, un usage qui est supérieur à 30% et des paniers assistés inférieurs à 40%. Et en fait, quand on filtre tout ça, ça nous ramène 9 joueurs. Donc, je vais les citer. On a Jalen Brunson, Kate Cunningham, Shai Gilgeous-Alexander, James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Trae Young, et le 9e, c'est Tyrese Maxey. Ouais. Et en fait, pourquoi j'ai fait ce filtrage? Parce que si on enlève Tyrese Maxey, je trouve, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a que des joueurs, que des élites joueurs. Enfin, on pourrait soit des joueurs qui ont été top 20 NBA, soit qui le sont actuellement. Et je trouve que Maxey fait un peu tâche, entre guillemets, là-dedans. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il a emmagasiné un énorme volume. Et il y a aussi le nombre de paniers assistés à moins de 40%, c'est son plus bas en carrière. Ouais. Et parmi ces 9 joueurs, si tu les tries en fait par ordre d'efficacité, donc de la plus grosse efficacité à la plus basse, Tyrese Maxey se retrouve dernier en fait de ce groupe. Et je pense que ça résume bien un peu sa saison. C'est en fait, je trouve qu'il a été overtax, un peu comme disent les Américains, c'est-à-dire le rôle était trop grand pour lui. Je pense qu'aussi ils ont peut-être voulu un peu le tester là-dedans, mais on l'a mis un peu dans un rôle d'initiateur primaire, et je pense que ça a pas trop marché. Son efficacité a chuté. Au final, je l'ai dit tout à l'heure, son true shooting plus est à 98. Bon, ce qui est pas non plus, c'est pas catastrophique, hein, il est pas loin de la moyenne, donc on peut se dire bon, ça va, on n'est pas à des -4, -6 comme des fois on peut voir certains joueurs. Mais voilà, je pense qu'il a été mis dans un rôle trop grand, et du coup,
pareil aussi au niveau de son playmaking, on a vu aussi pas mal de défauts par rapport à ça, où je trouve que c'est un joueur quand même qui fait des passes, parce que quand tu regardes son assist usage, il est à 0,88. Donc tu dis bon, c'est pas mal. C'est pas un joueur, c'est pas un mec qui est à 0,5 ou c'est quand même un joueur qui va faire des passes. Par contre, je trouve que le problème c'est au niveau de la qualité des passes. Où je trouve qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. C'est pas un joueur qui fait des grosses lectures avancées, et c'est plutôt un joueur qui va aller scorer et qui va pas rechercher à faire du playmaking. Moi, j'ai plusieurs images en tête où, en fait, à partir du moment, par exemple, où il arrive à driver et qu'il va faire une paint touches, donc il va arriver dans la peinture, et normalement, c'est là où les défenses se contractent. Bah, Maxi a du mal un peu à ressortir, à faire du drive and kick, du drive and dish, ce genre de choses. C'est plus un joueur, qui va aller tenter un lay-up, et il y a plusieurs fois, il va un peu s'empaler dans la défense adverse plutôt que d'aller faire la lecture à l'extérieur. Et tu vois, tu dis, il a un plutôt bon ratio de playmaking, donc le fameux assist percentage divisé par usage percentage, le nombre de passes que tu fais selon ton nombre de ballons. En général, ces stats ont tendance à être un peu boostées par est-ce que t'es un meneur ou pas. Donc, basiquement, si tu remontes la balle et que tu fais la passe simple, l'entry pass pour un système ou quoi, déjà t'es un peu boosté. Et deuxièmement, par des dribble end-off, des passes qui, techniquement il y a assist d'après le box score, mais disons que la création sur un jeu de main à main, elle est pas forcément tout le temps très grande. Bon, tu vois un peu où je veux revenir. C'est-à-dire que pour un score de meneur, dans un rôle en plus ou de dribble end-off, une attaque, beaucoup de dribble end-off, je pense que il fait beaucoup de passes, mais combien sont des passes de très haut niveau? Et comme tu l'as décrit, les passes qu'on l'attend plus tôt, c'est de la création en sortie de dribble, où ça a toujours été un peu sa faiblesse. Mais tu vois, en effet, je pense qu'on peut le formuler aussi de manière, je dis pas que tu l'as dit de manière négative, mais je pense qu'il ne faut pas le voir de manière négative, sa saison. C'est-à-dire que c'est juste un mauvais casting, je sais pas, mais c'est dans les faits, il a été obligé de prendre plus de ballons, parce qu'il fallait bien que quelqu'un les prenne, quoi. Mais c'est absolument pas son rôle. Donc, je dis ça aussi, dans le sens où il faut pas le juger pour cette saison et pour ce genre de résultats. En fait, ça n'a jamais été la prétention et l'ambition d'avoir un Maxey dans ce rôle-là. Donc, il n'y a pas de forme de déception à avoir. C'est un peu comme, je sais pas, si tu demandais à Tony Allen d'un coup de dire, vas-y, prends 10 pull-ups par match. J'exagère un peu, évidemment. Mais c'est un peu l'idée que il faut pas, je pense pas qu'il faille tirer de conclusion sur le truc qui a été fait un peu en urgence, quoi. C'est un peu, je sais pas, c'est l'employé de bureau qui d'un coup, on lui dit, vas-y, faut aussi que tu refasses la plomberie, l'électricité du bâtiment, tu dois le ménage et tout. Enfin, non, au bout d'un moment, ça marche pas comme ça, quoi. Tu peux pas tout faire, quoi. Donc, je me dis, finalement, on a un Maxey qui a fait beaucoup, et je serais presque prêt à mettre un peu entre parenthèses les mauvais résultats sur ce gros volume, parce il n'a jamais eu l'ambition ou les capacités, en fait, de pouvoir encaisser ça. Oui, je pense que ça traduit ça. Et tu vois, il y a même une autre stat un peu qui vient mettre en miroir ça. C'est le nombre de drives. Si on prend par exemple les plus gros drivers de NBA qui en font plus de 10 par match, et qu'on regarde le assist percentage, en fait, il fait partie des pires, entre guillemets, où en fait, si tu classes, comme j'ai dit, les 10 plus gros, les drivers qui ont plus de 10 drives par match, et que tu les classes dans l'assist percentage du plus bas au plus haut, il fait partie des 5 derniers. C'est ça. T'as Jaren Jackson Jr., Miles Bridges, Jalen Green, Paolo Banchero, et ensuite t'as Tyrese Maxey. Mais je trouve que ça traduit bien ce qu'on voit. C'est pas un joueur, c'est un joueur en fait qui fait plutôt du driving pour scorer et pas pour faire des passes. C'est exactement ma stat. Je voulais un peu enchaîner là-dessus. Effectivement, c'est ce côté création, notamment en sortie de dribble, qui est un peu dommage par rapport à ça, par rapport à son drive. Et alors moi, ma stat sur lui, c'était 1,11 justement. Mais c'était pas la passe, c'est le scoring sur drive. 1,11 points par tir tenté en fin de drive. C'est-à-dire qu'on prend les lay-up et les flotteurs et tous les tirs en fin de drive, mais on rajoute aussi les points provoqués sur lancer franc. Donc une idée de la productivité générale. 1,11 points par tir. Et sur les gros drivers, comme tu dis, alors moi j'en ai 51 parce que j'ai aussi mis un filtrage un peu au niveau des matchs, d'en faire au moins 30 ou 40, je ne sais plus, mais 51 gros drivers, il est 36 sur 51. Donc on est plutôt moyenne basse, on va dire. Et de surcroît, comme tu dis, au niveau de la passe également, moi je l'avais dans les 3-4 derniers aussi, donc 48e sur 51. Je pense que Paolo Banchero a peut-être dû sauter dans mon filtrage parce qu'il a pas fait assez de matchs peut-être cette saison, je pense. Donc et comme tu dis, quand tu le compares, Kevin Durant, on le sait que c'est un scoreur pour lui-même, Jaren Jackson, c'est un scoreur pour lui-même aussi, Miles Bridges également. Et c'est vrai que retrouver un meneur qui a ce premier pas explosif et qui potentiellement pourrait avoir cette création de chaos, c'est dommage de le voir faire aussi peu de passes en fin de drive. C'est peut-être ça surtout le truc.
Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que de l'autre côté, bon, bah, première option, il a 1,11 points par tir. Ok, peut-être qu'il est pas efficace parce que un trop gros rôle. On est d'accord. De l'autre côté, regardons les années précédentes. 2024, il était à 1,09 points par tir sur les tirs en fin de drive. Voilà, c'était dans le 28e centile. Et en 2023 aussi 1,15 points par tir au niveau des tirs en fin de drive. Et là, c'était plutôt au niveau de la moyenne, 53e centile. Donc voilà, tu vois, 53e centile mieux que 53% des joueurs NBA, mais le chiffre brut est quand même 1,11, 1,09, 1,15, pardon. En fait, on est à peu près au même niveau. Il y a une certaine stabilité dans cette efficacité sur drive depuis 3-4 ans, depuis qu'il a un peu vraiment explosé, on va dire. Alors qu'il n'a pas toujours eu ce rôle majeur. Donc en fait, je pense qu'on peut venir se poser la question sur non pas sur le potentiel, mais je pense qu'il peut-être certains avaient encore ou depuis le début des rêves de All NBA First Team ou de peut-être de superstar. Est-ce qu'on peut comprendre quand un joueur est jeune est déjà très fort, il y a toujours ce truc de projeter un potentiel avec une progression linéaire, etc. Je pense qu'on constate juste que il y a des limites physiques, des limites de taille finalement, et donc la finition au panier sera jamais géniale. Limite de passing également sur ce drive, comme tu l'as dit. Et pour moi, le meilleur rôle qu'il peut avoir, c'est, j'aime pas ces termes, mais entre guillemets, deuxième ou troisième option d'équipe, en termes de hiérarchie en tout cas, dans une attaque, et presque alterner avec création, mais aussi finition. Je pense que c'est aussi le verre à moitié plein cette fois-ci, c'est plutôt ça son avantage, c'est que c'est pas un créateur chaque point, mais il peut aussi avoir pas mal de valeur off-ball. Donc au final, ce qui nous fait, tu vois, on a parlé de sa saison et de pas la juger trop durement, on est d'accord, mais mine de rien on remarque une certaine stabilité à un niveau qui est plutôt moyen sur drive, plus le passing, donc peut-être ne pas espérer à terme avoir de trop grands progrès. Je sais pas ce que t'en penses par rapport au cas de Maxi et de son potentiel. Non, je suis d'accord. Je pense que autant peut-être qu'à un moment on pouvait avoir des espoirs parce que c'était encore un jeune joueur, mais je pense que là on touche quand même certaines limites. Comme tu as dit, c'est pas une première. Son efficacité sur drive a jamais été très bonne. Alors le côté positif, c'est qu'on peut se dire il a la même efficacité sur un plus gros volume, donc ça c'est bien. Après, c'est sûr que le problème c'est que ça reste pareil, il n'y a pas vraiment de progression à l'efficacité. Je pense que son gros problème, moi ce que je dis souvent, c'est il joue un peu sur une vitesse en fait. En termes de drive, il a un premier pas qui est très très explosif. Après, je pense que le gros problème qu'il a, c'est que justement, il a pas trop de décélération, de nuances en fait dans son drive. C'est vraiment je vais prendre l'avantage sur mon adversaire, mais par contre, tu sens qu'en fait, il veut terminer le plus vite possible et pas il va avoir un peu mettre son défenseur en prison, prendre son temps, un peu décélérer comme on voit les elite ball handlers le faire. Maxime l'a pas tout ça, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a certaines limites. Oui, mais tu vois, je pense qu'il peut pas le faire à cause de son physique, ça, pour le coup. Je me doute, qu'en termes de développement, il a jamais appris à mettre in jail, comme tu dis, jouer sur la puissance, parce que changer de direction, changer de vitesse, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut ensuite repartir d'un côté, tenir ta position, voire dégager le mec du chemin ou autre. Alors que lui, vu qu'il est petit, il a pas la puissance, mais même pas la taille, je pense que son seul but, c'est une fois que j'ai le coup de rein, une fois que j'ai créé le premier décalage, faut pas que je lâche, quoi. Il faut pas que je ralentisse, décélérer et réaccélérer, quoi. Je pense qu'il est un peu dans cette logique-là. Donc, même s'il apprenait un peu à faire de la nuance, je pense qu'il y aurait moins de potentiel, en fait, Je pense c'est pas juste des défauts, c'est qu'il y a un peu des limites par rapport au physique non, il sera jamais Luka Doncic, même s'il apprend un peu à changer de direction. Mais c'est aussi par rapport à la taille, en fait. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais après, c'est sûr, par contre, l'avantage qu'il a peut-être par rapport à certains autres profils, c'est qu'effectivement, il peut avoir aussi ce rôle off-ball. Ouais. Moi, je trouve que finalement, son meilleur rôle, c'était quand les Sixers avaient James Harden. Quand un peu tu lui enlevais ce côté création, que du coup, t'avais Embiid d'un côté, James Harden qui s'occupait du playmaking, et lui, qui était un peu la valve de décompression de tes deux gros joueurs. Finalement, c'est là où il était le meilleur, parce que soit en fait il avait la dangerosité de son catch and shoot, ou alors l'avantage d'avoir un peu ce côté drive mais en puissance, enfin en vitesse, et c'est que quand il avait un close-out à attaquer, il arrivait à être efficace là-dedans, parce que son adversaire, le temps qu'il close-out, lui était déjà parti dans la raquette, et il pouvait finir comme ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi on a un peu cette déception parce qu'il a un rôle maintenant beaucoup plus grand à cause des blessures, mais c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais quand tu regardes son efficacité à 3 points, elle a chuté ces dernières saisons.
Mais quand tu vas regarder un peu pourquoi, bah les pull-ups à 3 points, en fait, tout simplement, où bah cette année, je suis allé voir, il en a pris 6 par match. L'année dernière, c'était à 4,4. Et la dernière saison, justement, où il y avait James Harden, c'était seulement 2,6 pull-up à 3 points par match. Donc on se rend bien compte que bah, il a plus de doubler son volume de pull-up parce que bah il a un plus grand rôle, mais en fait ça a fait chuter son efficacité. Mécaniquement, il prend beaucoup moins de catch and shoot, et c'est aussi pour ça bah qu'on se retrouve à un joueur bah qui était beaucoup moins efficace à 3 points, alors que je pense que pour le coup on a affaire à un très très bon shooter. Bah, au niveau de 3 points, par exemple, il était assisté 3 fois sur 4 sur ces 3 points. Il y a 2-3 ans, maintenant il est à 1 sur 2 à peine. Donc là on le voit, la création. Mais je pense que le pourcentage de paniers assistés, non pas qu'à 3 points, mais en général, est une bonne manière aussi de calibrer un peu quel est son rôle, et dans quel rôle justement il est moins bon. Tu parlais un peu de ça tout à l'heure, il a 37%, je crois, t'as dit, 37% de paniers assistés. Quand on prend 2023 à côté de Harden et de Embiid, il était à plus de 55. Et je pense que c'est plutôt dans ces eaux-là qu'il faut le retrouver. C'est-à-dire pas non plus 75-80% de paniers assistés, faut pas exagérer non plus. Il y a une création qui est intéressante, il y a ne serait-ce que de la création un peu déjà avec décalage, tu sais, un peu les stampede action où il démarre déjà lancé, il reçoit la balle, ou même de la création comme tu dis où ça renversement de jeu, il peut soit prendre le shoot, soit sinon s'il y a un close-out qui ferme sur lui, il peut attaquer en sortie de dribble, et puis même il peut avoir ses pick and roll, il peut, selon si t'as looté le match-up défensif, tu peux le cibler, d'accord. Mais effectivement, j'avoue qu'en termes de calibrage et de rôle, je préférais le retrouver plutôt autour des 55% de paniers assistés que des 30, quoi, au final. Comme ça a été un peu forcé cette saison. Mais voilà, tu vois, je pense que beaucoup de fans démarraient un peu avec cette idée ce serait bien, soit de penser qu'il pouvait être à terme au NBA First Team ou quoi que ce soit sinon de dire, au moins, on pourrait le tester au passé au révélateur. Là, je pense que ça a été un peu le cas. Et là encore, on ne parle que de chiffres un peu individuels. Et bon, c'est un peu compliqué de parler de collectif vu ce qu'il y avait autour, mais c'est vrai que depuis 2-3 ans, sur des séquences, tu sais, les fameux oui, with or without you, on voit bien que en fait, qui est-ce qui porte réellement l'attaque, qui est-ce qui fait une différence. C'est pas tant Maxey quand il est tout seul, c'est Embiid en fait. Embiid quand il est tout seul porte l'attaque beaucoup plus haut en termes de création de décalage, attirer les défenseurs, générer du jeu, etc. Là où Maxey, l'impact semble un peu plus timide, on va dire, en termes de avec et sans, et surtout en termes de quand il y a que lui. Mais c'est aussi parce qu'on est sur ce rôle de finisseur. J'aime pas le terme parce que finisseur, on dirait que c'est juste le mec qui attend dans le corner et qui fait rien. Oui. Mais dans l'idée, plus de complément peut-être dans cette idée-là. Mais un complément qui peut être à haut volume, qui peut être à création et ainsi de suite. Donc ouais, on est d'accord. Tiens, ma troisième stat du jour. Où est-ce que je vais aller? Bah tiens, restons dans le backcourt. Restons dans le backcourt pour l'instant. Je vais prendre celle-ci. Hop, elle est ici. Ah tiens, on parlait de panier assisté. Ma troisième stat du jour, c'est 49%, le pourcentage de paniers assistés de Quentin Grimes. Quentin Grimes, 49% à peine de ses paniers étaient assistés, donc créés par autrui. C'est un peu aberrant. C'est un peu aberrant qu'on ait un tel chiffre, alors que on est sur quelqu'un qui, son passage à New York, je reviens un peu à ça, il y a 2 ans malheureusement, mais parce que en 2024, il a une saison un peu tronquée, tu sais, où on le fait pas trop jouer au début parce qu'en fin de contrat, ensuite on l'échange à Détroit, il joue pas. Et puis l'an passé, Dallas, il joue un peu, mais en sortie de banc, le statut il est pas le même. Et puis ensuite, donc il arrive aux Sixers. Mais bref, à New York, sa seule vraie dernière saison complète dans un effectif, il était à 91% de paniers assistés chez les Knicks 2023. Et c'est un pourcentage qui peut paraître un peu, un peu trompeur, parce que 91%, donc 9 fois sur 10, le tir était créé par autrui. En vrai, c'est un peu plus nuancé que ça, puisque même si les tirs étaient assistés, parfois il générait un peu lui-même de l'attaque. Il y a une certaine dose de création de par de la sortie d'écran, de par des jeux de main à main, et même en fait le dynamisme qu'il apportait à une attaque, à une équipe, de par son jeu off-ball, l'aspect de connecting, comme on dit, donc de milieu de chaîne, pas la création, pas la finition, mais le mec qui fait un peu le milieu de la chaîne entre prendre la balle et faire l'extra passe vers un autre. Donc ça, c'est un élément qui est assez important d'une attaque aussi. Et donc, 91% assisté, cette fin de saison aux Sixers, 49. On a même fini avec 27% d'usage, 1,20 points par tir, c'est-à-dire quasiment plus 3, plus 4% relatif à la moyenne, donc sur un gros volume, ce qui est quand même assez fou. Et la question que j'ai, c'est bon, au-delà du nombre de matchs, 28 matchs cette saison chez les Sixers, est-ce qu'on est réellement sur une surchauffe? Et en vrai, je sais pas. On pourrait dire, échantillon réduit, échantillon ridicule, c'est peut-être juste une surchauffe de fin de saison, il a eu plein de ballons parce qu'à côté, tu l'as dit aussi, mais on a abandonné pour tanker. Mais en vrai, à 3 points, 37%, c'est pas tant que ça une surchauffe pour ses qualités de shoot, c'est même plutôt la moyenne.
Mais bon, on peut se dire, bon, ok, 37%, mais beaucoup de pull-up. Et donc, peut-être une surchauffe sur les pull-up qui ne se voit pas. Mais en fait, non, hein, à peine 2 pull-up à 3 points par match. Donc, tu vois, c'est pas des tonnes non plus, 2 pull-up à 3 points par match. Et 37%, bon, un peu au-dessus de la moyenne, en effet, c'est peut-être pas son vrai niveau, mais c'est pas scandaleux non plus. Sur les longs tirs à 2 points, 37%, on est même un peu en dessous de la moyenne NBA. Donc, c'est pas non plus un surplus d'efficacité qui va le booster dans cette zone-là, hein, 37%. On aime bien être à 40 au niveau des longs 2. Les meilleurs sont à 45, 50, 37, c'est assez banal, donc il n'y a pas un surplus de ce côté-là. Et au niveau du drive, c'est là que c'est cool, et on retrouve cette idée qu'on a développée sur la Weave Offense et sur le Nick Nurse qui va au panier. 1,20 points par tir tenté sur des tirs en fin de drive. Parmi les gros drivers, il en faisait partie. Bon, il a pas fait assez de matchs, hein. Il a pas fait 30-40 matchs pour être dans mon tableur, mais ça équivaudrait à peu près à la 16e, 17e place sur 50. Donc, c'est-à-dire le 70e centile pour notre ami Quentin Grimes. Et truc intéressant, c'est que ça ne passe pas par une surefficacité au flotteur. Donc, là encore, un flotteur qui a un tir un peu plus aléatoire, hein, évidemment. Bon, il les met pas tant que ça, les flotteurs, 38%, donc c'est pas une surchauffe énorme à 50%. Il y a pas tant que ça le lancer franc. Il reste à peu près dans ses standards d'habitude. En fait, c'est vraiment au panier. Mais tu vois, je détaille un peu tout ça, je fais exprès de prendre le temps volontairement, mais je suis le premier à dire, bon, moi, je le préfère juste en connecteur, 3&D. J'ai pas besoin que ce soit un créateur à volume. Mais sauf que plus tu regardes de nouveau un peu ces tirs, tu te plonges dans les stats, tu dis, c'est peut-être une surchauffe légèrement, mais peut-être pas aberrante, non? Bah ouais, c'est marrant parce que pareil, quand je me refaisais un peu les chiffres de Quentin Grimes puis quelques matchs, c'est vrai que c'est étonnant en fait. Bah moi, en plus c'est marrant parce que ma stat c'était le nombre de drives par match que j'avais retenu. Ouais. C'était effectivement, il fait 10 drives par match, enfin depuis qu'il est aux Sixers, alors que sur la saison entière, il était à 5 drives, donc en fait, il a doublé son volume. Mais en plus, c'est vrai que c'est l'efficacité, je trouve, au cercle qui est impressionnante. Il est à 70% quasiment, 80e centile donc pour sa position. Ouais. Et je pense que t'as bien résumé la chose. Il y a, une surchauffe, je la vois pas. Une surchauffe au panier, généralement, c'est pas trop ce qu'on appelle une surchauffe. Donc, c'est vrai on le connaissait dans ce rôle un peu de connecteur, en plus vraiment élite connecteur, j'ai envie de dire, de NBA. Et c'est vrai que là, il a été mis un peu dans ce rôle de créateur. Alors, dans une équipe, ouais, certes, qui était pas bonne, mais c'est vrai que, moi, j'ai bien aimé, en tout cas, ce que j'ai vu. Même en termes de playmaking, lui, pour le coup, on le connaissait un peu sur ce passing de connecting. Mais même en termes de faire vraiment du playmaking pour les autres, j'ai trouvé ça intéressant. Tu l'as vu, tu veux dire en création plutôt initiation d'action, alors tu l'as vu aussi là-dedans? Ouais, c'est ça, un peu créé sur pick and roll. Il y a un match contre Golden State où il fait pas mal de bonnes lectures, des matchs comme ça, contre Houston aussi. Donc tu vois, en plus c'était pas des équipes, je veux dire, mauvaises. C'était le Houston où tout le monde était là. Golden State, il y avait juste Jimmy Butler qui jouait pas, mais tout le monde jouait. Il y a même un moment où il fait il va jusqu'au panier, il finit. Il y a Draymond Green qui vient défendre sur lui, il arrive à finir au cercle. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a des choses qui sont quand même impressionnantes chez Quentin Grimes. Maintenant, c'est vrai que le sample est petit, c'est que 27 matchs, tu as dit. C'est vrai que c'est pas énorme. Quel sera aussi son rôle l'année prochaine? Parce que c'est vrai que ça peut poser question. Quand tout le monde va jouer, forcément, j'ai quand même du mal à le voir être autant impliqué dans l'attaque. Forcément, il va peut-être retomber à un usage beaucoup plus bas et on va le revoir dans ce côté connecteur. Bon, ce qui sera très bien, mais c'est vrai que ça pose question. Et puis en plus, ce qui est sympa aussi avec Grimes, c'est qu'il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a le côté défensif. Ça a toujours quand même été un bon défenseur. Même là, j'ai trouvé du côté des Sixers, il a été bon et je crois qu'en plus, en termes de steal percentage, il est à 2%, tu vois, de steal percentage. Donc c'est quand même aussi positif. On sait qu'en plus, on a affaire à un bon défenseur. En fait, est-ce que Quentin Grimes est en surchauffe ou est-ce qu'il a été sous-utilisé par la NBA depuis 2 ans? Moi qui l'ai beaucoup aimé à New York, tu vois, j'en viens à me poser la question maintenant, quoi, pour le coup. Et surtout qu'au lycée, c'était une star. Il était. Exactement. Ouais. C'est là où j'allais en venir. Ouais. C'est que ça sort pas de nulle part. C'est pas genre le défenseur qui d'un coup, c'est qu'il y avait un passif de star quand même. C'était un des 10 meilleurs lycéens de sa QV qui s'était réinventé. Alors je crois qu'il fait 2 facs de mémoire, ou alors je crois qu'il passe par Houston. C'est ça. Et Kansas, il me semble. Et voilà, Kansas, ça a pas marché. Il était allé à Houston. Il s'était un peu réinventé. Et d'ailleurs, en NBA, il s'était réinventé de suite en 3&D. 2000 minutes au Knicks en 2023, rôle vraiment connecteur.
Et en même temps, tu regardes les matchs et tu regardes les stats et tu te dis, mais en fait, elle est où la surchauffe? Je la vois pas trop pour l'instant. Alors peut-être que, sans parler de surchauffe, il y a le boost peut-être de l'attaque des Sixers. Tu vois, on parlait de l'attaque du panier notamment. Peut-être que on l'aurait mis dans un autre contexte à Brooklyn, on aurait eu moins de drive ou d'efficacité au drive, peut-être sans doute même. Mais je veux dire, ça passe pas par genre bon j'ai fait, je sais pas qui, c'était Michael Bridges, tu sais, il y a 2 ans qui fait 25 matchs ou 28 matchs chez les Nets. Waouh, il est efficace sur un gros volume. Ouais, en fait les mecs, il était à 55% sur les longs 2, alors que son vrai niveau c'est 32 % sur les longs 2. J'exagère un peu, mais en fait c'était que du shot making la fin de saison de Michael Bridges. Là c'est pas ça. Et donc là j'en viens à me dire, il y a ce passif de connecteur qui peut, je pense qu'au grand minimum, tu peux avoir ce mec-là, qui est très très cool, que j'étais très content d'avoir à côté de Luka Doncic l'an passé, mais même à Dallas, il jouait pas tant que ça dans ce rôle-là, malheureusement, au début de saison. Tant pis pour eux. Mais donc ça, c'est un peu le grand minimum. Et après, il y a la question d'à quel point est-ce qu'il peut pas même augmenter le curseur. Et vu ce passif de lycéen star, où ça sort pas de nulle part, cette création. Donc c'est quand même assez enthousiasmant pour la suite. Rappelons aussi qu'il y a une situation contractuelle qui est particulière. Pour l'instant, il n'est pas re-signé. Il arrive au premier tour 2021, donc il a fait ses 4 ans de contrat rookie. Donc là, techniquement, il est en fin de contrat. Les Sixers lui ont donné ce qu'on appelle la qualifying offer. Et ce qui se passe, c'est que il devient, quand tu donnes cette offre, il devient restricted. Et en gros, c'est soit il s'arrange avec les Sixers là cet été, soit quelqu'un vient poser un contrat et les Sixers vont matcher. Je pense que c'est un peu le but aussi, pour ça que les Sixers y attendent, parce que personne n'a d'argent sur le marché, mais au pire ils peuvent le matcher et le garder. Et ce qui se passe, c'est que donc soit il accepte de prolonger aux Sixers maintenant, on va dire, et pour un prix qui est abordable, parce que plus personne n'a de cap space en NBA, soit sinon il signe rien, et donc il aura la qualifying offer. Et le problème, c'est que l'an prochain, il deviendra free agent non restrictif. Donc peut-être que si vraiment c'est un têtu et il veut parier sur lui, il veut absolument ses 20 millions par an ou 25 millions par an ou 30 millions par an en tant que créateur, tu vois, peut-être que tu l'auras que l'an prochain et pas forcément l'année d'après. Mais bon, on peut quand même avoir confiance dans ce front office. On se dit peut-être ça peut le faire. Et si ça le fait, si tu arrives à le prolonger, peut-être que même qu'au moment où ce podcast sort, ce sera déjà arrivé. Mais il y a aussi l'avantage de pouvoir dépasser le cap quand tu le prolonges, vu que tu as obtenu ses droits. Donc c'est tout bénef, quoi. T'as un salary cap qui est blindé, mais tu peux quand même le dépasser en prolongeant Grimes. Enfin bon, franchement, il y a que des bonnes choses à dire sur lui, et on attend la confirmation. Et comme tu dis, peut-être pas à 27% chez des Sixers où il y a Paul George, Maxey et Embiid à fond, mais c'est toujours sympa d'avoir un connecteur qui peut aussi créer, quoi. Bah oui, non mais en plus je pense que c'est important de, comme tu as dit, moi je serais quand même très étonné qu'il soit pas conservé, qu'il soit pas matché, parce que déjà les Sixers ont 3 gros contrats et c'est d'autant plus important de dépasser le cap quand t'es dans ce cas-là. Ouais. Donc ce serait vraiment une erreur connaissant Daryl Morey et sa connaissance et sa compétence, je le vois mal. Je pense que c'est plus un jeu on attend qu'une équipe lui fasse une offre puisqu'on sait que le marché est un peu bouché, ça, ouais. Et puis on la matchera dans tous les cas. Apparemment les dernières rumeurs que j'ai vues, c'est il a l'air d'avoir un contrat, il y aura un contrat aux Sixers ou en tout cas quelque chose qui va se matcher. Après c'est plus sur la durée qu'apparemment on serait plus sur un contrat courte durée que longue durée. C'est le problème aussi, c'est que si tu matches un contrat, tu es coincé sur ce contrat. C'est un peu je crois que c'est le problème de Gordon Hayward à Utah, que le Jazz avait attendu, quelqu'un avait mis une offre, c'est Charlotte, et du coup il avait matché, mais sauf que l'offre de Charlotte, le maximum qu'il pouvait faire à l'époque c'était 4 ans, alors que sa propre équipe c'était 5 ans le maximum. Et du coup, free agency, il est arrivé en free agency 4 ans, au bout de 4 ans de contrat, et pas de 5, et donc il s'est barré à Boston, etc. Donc voilà, ça tu contrôles pas après la durée. Mais non, mais c'est quand même très très rare, hein. Des joueurs qui ne signent pas en free agent restrictif et qui prennent la qualifying offer, c'est-à-dire donc à peine 7-8 millions je crois de dernière année, de 5e année bonus on va dire. De mémoire, tu vois, c'était Greg Monroe, un des derniers qu'il avait fait. Ça s'était pas très bien passé, Greg Monroe pour le coup. Mais voilà, c'est quand même très rare, on verra ça, mais on va dire le rayon de soleil de la fin de saison qui est arrivé aux Sixers, qui a fait du bien, hein, on peut le résumer comme ça. Eh bien, je peux te lancer sur ta 4e stat. Quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Sixers 2025 ? Alors, c'est 0,92. Ouais. Et en fait, j'ai repris un peu ma stat que j'ai fait en combinant isolation, pick and roll porteur de balle et post-up. Donc en fait, c'est un peu mélangé
les 3 play types de création. Et le 0,92, en fait, c'est le point par possession de Paul George. Ah. Et pour donner une idée, on est dans le 52e centile. Donc, en fait, on est au niveau moyen de NBA. Et en fait, pourquoi j'ai pris ce chiffre-là? Parce qu'en fait, quand on prend la saison dernière, donc on prend exactement pareil, on combine ces 3 play types-là, eh bien, Paul George avait un résultat de 1,07 points par possession, et on était dans le 94e centile. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a eu une énorme chute d'efficacité, en fait, dans ce qui est création, mais c'est pas création comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des play types qui sont calculés que sur la finition. C'est pas, ça ne comptabilise pas le passing. Mais bon, ça, en fait, c'est pour faire un résumé un peu de la saison de Paul George, où je pense que, il a pas du tout, été efficace en attaque. Comme on l'a dit au début, je pense qu'il y a beaucoup de ses blessures. Il s'est fait quand même 2 hyper-extensions en début de saison. Il a eu un problème de doigt à un moment donné. Donc en fait, on a eu un Paul George, soit c'est peut-être aussi du déclin, je sais pas. Réponse l'année prochaine, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que on a eu un peu l'impression d'avoir ce Paul George qui était un peu l'ombre de lui-même en attaque. Il y a aussi l'efficacité à 3 points, on l'a dit. Alors ça, des fois l'efficacité à 3 points, on le sait, ça va, ça vient. Où il est à peine à 36%, alors que sur l'échelle de Paul George, je pense que quand même c'est très très bas. Il y a aussi sa fréquence au cercle. Tout à l'heure, on a mis le drive où on disait qu'il était efficace, qu'il en faisait une dizaine par match. Mais par contre, quand tu vas regarder sa fréquence au cercle sur Cleaning the Glass, c'est l'une de ses plus basses en carrière. Bon, déjà l'année dernière, il était qu'à 20%. Cette année, c'est quand même chuté à 16%. Donc il y a aussi le shooting fall percentage qui est un de ses plus bas en carrière. Donc en fait, quand tu mets un peu ces trucs bout à bout, tu te rends bien compte que alors est-ce que c'est du déclin ou est-ce que c'est parce qu'il a eu pas mal de problèmes de blessures? Mais en tout cas, c'est sûr qu'offensivement, on n'a pas eu un bon Paul George cette saison. Disons que les débats et les discussions autour de Paul George sont un peu compliqués parce qu'il y a d'un côté le joueur qu'il est, si on mesure un peu la valeur sportive, et après ce qui aspire un peu tous les débats et vers ceci, c'est la rentabilité, qualité-prix, et donc le contrat. Oui. Et je pense qu'on peut admettre que le contrat était risqué, peut-être en train de devenir très mauvais, clairement, puisque moi l'argument que je disais c'était de toute façon tu le surpayes, t'es à peu près sûr que tu vas le surpayer en 4e voire en 3e année. Mais si c'est le prix à payer pour avoir 2 très bonnes années au début de contrat, tu le fais parce qu'en plus tu joues le court terme avec Embiid, etc. Voilà, si déjà la première année sur 4 il est pas bon, ça peut devenir compliqué en vieillissant. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, c'est marrant, t'as parlé du fait qu'il était moins bon en création. Moi, au départ, j'ai entendu c'est pas cata en fait. C'est 50e centile sur la création, surtout c'est ça, tous les trucs de création combinés, les domaines. 50e centile, je suis pas sûr que le grand public aurait dit forcément que c'était pas cata, que c'était dans la moyenne de création parmi les bons volumes de création, quoi. Donc c'est marrant, moi j'ai surtout entendu ça pour le coup, mais c'est dire aussi à quel point son image était a été catastrophique cette saison. Je pense que c'est ça. Mais c'est rigolo à voir, et faut dire aussi que il donne aussi le bâton pour se faire battre parfois de par des déclats, le côté podcast, et ça j'entends. Déjà les podcasts de joueurs retraités, il y a pas toujours une grande utilité. Le sien, j'aime bien son podcast. J'avoue que j'ai bien aimé, moi, ces derniers temps, même l'an passé, c'était assez intéressant. Il avait reçu Jerry West, il avait reçu des mecs comme ça, assez cool. Bon, c'est vrai que quand ça se passe mal, quand ça se passe bien, il se serait fait super, génial. Quand ça se passe mal, on te le reproche, quoi. Genre, mais pourquoi t'es pas en train de t'entraîner? Pourquoi tu enregistres des podcasts, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a un premier côté peut-être positif de peut-être tout le monde n'aurait pas deviné que finalement c'est pas cata en création, en effet. L'autre aspect qui est peut-être plus important, je pense, c'est que si tu mets autant d'argent sur la table et si t'es prêt à surpayer et à donner une 4e année que les Clippers voulaient pas donner pour rester un peu flexible à court terme, c'est que t'espérais aussi une version proche du Paul George 2024 qui, on le rappelle, pour ceux qui avaient écouté le bilan des Clippers de l'an passé, ça faisait partie du top 5, top 6 des meilleurs scores d'isolation de NBA, puisque les Clippers, en fait, ils avaient 3. Ils avaient Kawhi et Harden qui étaient les 2 meilleurs sur les ISO à gros volume. Et Paul George était pas 3e, il était 5, 6, 7, je sais plus, un truc comme ça. Mais donc oui, on était sur un mec qui était d'élite dans ce domaine-là, dans le 1 contre 1. Mais pas que, tu vois, moi du coup je peux enchaîner aussi sur ma 4e stat qui est son true shooting plus, donc efficacité relative à la moyenne qui est plus basse que la moyenne.
Mais notamment, il y a une autre stat que j'avais notée, c'était à quel point il a assisté. Il a été assisté cette année ou pas, à peine 43%. Cette année, de ses paniers étaient assistés, créés par autrui. Alors que l'an passé, sa très 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 belle saison aux Clippers, il est à 57% de paniers assistés. Donc, l'an passé, il y avait du 1 contre 1. Il était servi aussi pour du 1 contre 1 contre tel ou tel mismatch. Mais il y avait aussi beaucoup de spacing, de catch and shoot, de curl au panier, etc. Et c'est peut-être ça qu'on a perdu dans ce contexte aussi où il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas la vraie équipe, on va dire. C'est que tous ces paniers un peu assistés, un peu plus faciles, on les a perdus parce que il n'y avait pas le fond de jeu, grosso modo. Et donc, non seulement il était blessé, non seulement il était pas bon, peut-être même un déclin physique d'âge, mais en plus, c'est pas le rôle auquel on l'attendait, je pense, en partie, quoi. Bah oui, mais je pense qu'en fait c'est un peu toute l'équipe. C'est tout à l'heure on parlait de Maxi qui a été mis dans un plus gros rôle. Lui, je pense que c'est pareil. Je pense qu'à la base, à mon avis, tu demandes au front office des Sixers la philosophie de pourquoi ils l'ont pris et quel rôle il aura. Je suis quasiment sûr qu'ils voulaient un peu le George, de la version qu'on a vue avec les Clippers, qui était quand même, malgré tout plus assisté, mais qui est quand même capable de prendre le relais en création. Ouais. Je pense que c'était ça un peu le but. Et du coup voilà, on s'est retrouvé, comme tu as dit, je l'avais noté ce truc là, que effectivement je pense que moi je l'ai dit souvent, je pense que l'année dernière c'était limite son meilleur rôle, en tout cas pour le Paul George d'aujourd'hui qui n'est plus dans son prime, etc. Je pense que c'était là où il était le mieux, parce que on avait à la fois le côté un peu création, mais on l'utilisait aussi beaucoup en finition, et je pense que c'était très bien. Et là cette année on est retombé un peu dans l'effet inverse où il est plus créateur. Mais je pense que c'est pas que dû c'est pas dû au coaching staff. Je pense que c'est dû, c'est un fait, quoi. Il y avait pas assez de, Embiid n'était pas là. C'est un peu, on l'a dit, quand Embiid n'est pas là, tout s'effondre un peu. C'est lui qui emmagasine le plus gros usage. Donc, forcément, les autres joueurs, on va leur en demander plus. En plus de ça, il y a eu le côté blessure. Donc, ça n'a arrangé en rien. Il a joué que 41 matchs cette saison. En plus, il y a eu beaucoup de fois où il a joué, puis il y a eu un gros trou, il a pas joué, puis il a rejoué à nouveau. Ça a été souvent en dents de scie de cette saison. Et je pense que c'est pour ça, que ça explique ça. Et c'est vrai que oui, t'as raison, 52e centile, on pourrait dire, comme t'as dit, ouais, il fait une saison vraiment catastrophique. Bon, il y a des joueurs, ils ont jamais dépassé ce centile-là depuis des années. Donc c'est pas non plus si catastrophique que ça. En même temps, je pense que sa saison n'est pas en soi... Elle est pas bonne, elle est pas bonne. Elle est peut-être pas cataclysmique sur tous les plans, mais on va dire que au-delà du niveau sportif, il y a aussi le niveau sportif relatif au contrat, et donc la rentabilité prend le pas sur la discussion, à mon avis, dans beaucoup de cas. Après, je répète, il a pas fait une bonne saison du tout, on est d'accord. Et je serais très curieux de voir l'an prochain où on est un peu son état physique et son efficacité, etc. Mais d'ailleurs, ma 4e stat du jour était sur lui, je l'ai un peu cité, 94 de True Shooting Plus. True Shooting Plus, c'est l'efficacité, les stats en plus, c'est relatif à la moyenne, en plus. Donc, moins 6% relatif à la moyenne, alors que c'est quelqu'un qu'on connaissait, alors qui a jamais eu des pics très hauts en carrière, malheureusement, c'est ça il a jamais eu les pics de Prime Kawhi, James Harden, Curry, etc. Mais il était toujours autour des plus 3, plus 4, plus 5, sympathique, quoi, vraiment très sympathique, bon surplus d'efficacité sur un bon volume. Là, on est à moins 6. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de faire le bilan. 36% à 3 points. C'est vrai que c'est pas fou. C'est au niveau de la moyenne, hein. C'est au niveau de la moyenne, mais c'est pas génial. 73% au panier. Ça, c'est son plus score en carrière. Ultra efficace au panier. Et là encore, hein, on note la récurrence de mecs efficaces au panier dans l'attaque de notre ami Nick Nurse. Bon, sauf Tyrese Maxey. Mais voilà, 73% au panier. 44% sur les longs 2, c'est très très bon. Pour le coup, tu vois, c'est, comme dit, hein, plus de 40 sur les longs 2, ça, c'est bien. Ça commence à être bien. 44, c'est quand même très bien. Et sur les flotteurs, on est à 36%. Donc là, c'est vrai que les flotteurs, c'est pas tout, c'est pas top, la zone des flotteurs, des short mi-distance. Bon, mais tu vois, là-dedans, on se dit, mais où sont les points, quoi? Où sont partis les points pour qu'on soit carrément à moins 6% relatif à la moyenne? C'est pas normal, vu qu'on a des plutôt bons chiffres là en moyen. Le problème, c'est que il y a beaucoup de longs tirs de points, qui a plus de 20% de son jeu, un cinquième de son jeu, c'est ça. En l'occurrence, il est bon sur les longs 2. Mais ce sont des tirs qui en soi ne sont pas rentables. Et d'ailleurs, 44%, donc 0,44 x 2, puisque ça vaut 2 points, on est même pas à 0,90 points par possession, sachant que la moyenne elle est à 1,15. Tu vois, donc plus t'as un gros volume de long 2, plus même si t'es bon là-dessus, ça va faire baisser un peu ta moyenne, ton score relatif à la moyenne, évidemment. Donc il y a ça.
très efficace au panier, mais il y va assez peu, ça tu l'as bien dit, donc finalement c'est cool, mais il y va pas beaucoup, et beaucoup de 3 points, c'est ça aussi je pense le principal, c'est que il y a quand même beaucoup de 3 points, presque, j'arrondis beaucoup, mais presque la moitié de son jeu, 44% de son jeu c'est du 3 points, et il le met à peine au niveau moyen, grosso modo, il va pas beaucoup lancer franc, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'en termes d'efficacité, c'est pas top, et j'espère que la version finale de Paul George sera pas 50e centile de création en général, mais plutôt 70, 75, 80, c'est un peu l'idée, que on va retrouver aussi un Paul George qui va shooter à 3 points beaucoup mieux, hein. C'est un mec qui est autour des 40% depuis quelques années, donc ça on peut l'espérer, et voilà, peut-être essayer de retrouver ce Paul George efficace qui était très sympathique. Et puis l'autre aspect aussi, je peux te lancer aussi là-dessus. Je me suis fait un petit filtrage amusant. Donc 7, c'est le nombre de joueurs qui correspondent aux critères suivants. Plus de 1000 minutes en NBA cette saison, en 1300 je sais plus, 1000 minutes. Enfin bref, on élimine les petits temps de jeu. Plus de 2,5% de steal percentage et plus de 0,8% de block percentage. Donc ses scores à lui. Il n'y a que 7 joueurs qui correspondent à ces critères et il est en compagnie de Dyson Daniels, Tari Eason, Amen Thompson, Keon Ellis, Kayson Wallace, voilà, Chris Dunn aussi, et c'est le 7e, c'est lui. Donc il y a ce côté qu'on a toujours, c'est-à-dire la défense, au moins de playmaking défensif. C'est aussi quelqu'un qui est très bon en protection de panier en deuxième rideau, un peu moins cette année, mais parce que c'est peut-être pas la bonne année pour le juger non plus, hein, dans ce contexte famélique. Mais je pense que ça fait aussi partie du projet Paul George de se dire l'an prochain, dès l'an prochain, et avec la vraie équipe de Embiid et Maxey et lui, c'est cet apport défensif qui est peut-être parfois un peu sous-estimé par le grand public, je trouve, mais qui est hyper important pour les dernières marches de playoff en fait. Bah oui, c'est marrant parce qu'en plus, alors j'avais noté à peu près la même stat. Moi, c'était, pour la donner rapidement, c'était pareil, les joueurs plus de 1000 minutes, donc les gros temps de jeu. Ouais. Et en fait, j'ai simplement classé les deflections, donc c'est les déviations oui. par 36 minutes. Et en fait, c'est comme les interceptions. Il est 10e de NBA. Pour donner les noms qui sont en première place, on a Caruso, Dyson Daniel, Oscar Thompson, Keon Ellis, Chris Dunn, voilà, etc. Et donc Paul George se retrouve 10e. Et c'est comme t'as dit, je pense qu'en fait, on oublie la valeur de Paul George, qui c'est un super défenseur en fait. C'est un excellent défenseur au poste d'ailier, mais qui est très bon off-ball. Et ça, pour le coup, quand j'ai vu les matchs, ça se retraduit par les stats, mais même quand on regarde les matchs, moi j'ai trouvé que c'était une bonne saison défensive de Paul George. Sur ce côté-là du terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est toujours impactant. Justement, dans les schémas de Nick Nurse, ça va parfaitement bien, puisque c'est un peu sa philosophie d'essayer d'aller dans les lignes de passe, créer des interceptions. Et là-dessus, c'est vrai qu'il a été super. C'est vrai que j'ai hâte, en tout cas, de voir l'année prochaine, parce que il était aussi, c'est ce qu'on oublie, c'est qu'il était énormément attendu là-dessus. Embiid, en tout cas, depuis ces dernières saisons, avant que Paul George arrive, il a jamais eu un défenseur à l'aile de cette qualité. Faut pas l'oublier non plus. Certes, il y avait James Harden qui était bien meilleur en création, mais on le sait, le côté défensif est moins là. Mais c'est vrai que là, on a affaire quand même à un top défenseur au poste d'ailier. Mais finalement, on n'a pas vraiment vu son rayonnement parce que on était dans une équipe qui était pas bonne. Et c'est sûr que je pense que si on a une équipe qui est beaucoup plus compétitive avec un Paul George et puis en plus des profils quand même à côté, on l'a dit tout à l'heure, Quentin Grimes qui est un bon défenseur, VJ Edgecombe, on sait pas encore ce que ça va donner, mais c'est c'est avant tout un profil défensif avant d'être un profil offensif, qui a aussi, il a des gros chiffres en tout cas en NCAA de steal percentage et de block percentage pour son poste. Donc en fait, on pourra avoir une excellente équipe des Sixers, encore une fois, s'ils sont en bonne santé. Et ça faisait aussi partie du pourquoi est-ce qu'on l'a payé aussi cher, ou pourquoi on a voulu le cibler aussi en free agency. C'était la défense et ce côté, schématiquement, c'est parfait. Alors oui, c'est peut-être que c'est le steal percentage est un peu boosté chez lui comme pour d'autres. Hein. Quand tu joues dans ce système, avec autant de liberté pour faire des interceptions, sans doute que ton score va être un peu plus grand qu'ailleurs, d'accord. Mais c'est aussi pour ça qu'il a été ciblé. C'est parce qu'on sait que d'un point de vue schématique, défensivement, c'était parfait. Donc ça on verra. Mais globalement, je pense qu'on peut quand même dire que pour l'instant le contrat semble, comment être gentil, un peu risqué pour l'instant. Peut-être que la rentabilité du contrat ne va pas être top sur ce truc. Après, j'ai envie de dire, il suffit d'une année. Hein. Tu vois, il suffit d'une année où tout s'emboîte bien, et ça pourrait être l'an prochain où il y aura pas Boston, il y aura pas les Pacers, il y aura pas plein d'équipes.
il suffit que t'aies une année où avec Embiid la santé tient et que Paul George soit là et même s'il aura une production plus faible et qu'il sera un peu surpayé par rapport à ça, si en une année tu vas en finale NBA ou même le titre, osons aller jusque là, bah je pense que tu oublieras le fait qu'en année 3 et 4 il va être surpayé. Alors oui, c'est beaucoup de si, mais je veux dire, je comprends que le pari ait été fait, le pari était risqué et peut-être que tu vas t'aplatir à plat ventre et ça ne veut pas dire qu'il a fait une saison qui était bonne cette saison. Mais bon, on s'accroche un peu pour le futur et même quand on a dit cette saison n'a pas été bonne, il y a quand même eu des bons trucs au milieu de cette année décevante. C'est peut-être la meilleure manière de le résumer en quelques mots. Quelle est donc ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour ces Sixers 2025 ? Alors, c'est 102. Ouais. Et en fait, c'est le true shooting plus de Jared McCain, donc qui est le rookie des Sixers qui a été drafté je crois que c'est en 15e position, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus exactement, c'est 15 ou 16e, mais peu importe. Mais alors, bon, du coup, on n'a pas eu, c'est à relativiser, parce que effectivement, il est au-dessus de la moyenne, c'est un joueur rookie, on peut se dire, ah, c'est super, il y en a pas beaucoup qui le font, tu le cites souvent, Tyrese Haliburton, Kyrie Irving, etc. Bon, faut le relativiser, il y a eu que 23 matchs de Jared McCain qui du coup n'a pas beaucoup joué parce que comme tous les autres Sixers, il s'est blessé. En plus, ça a été une blessure au ménisque, donc du coup, il a été opéré. Et des fois, les blessures au ménisque, on revoit les joueurs à un moment dans la saison. Bon là, il a une opération qui fait que, en fait, c'est une réparation, mais pour pas trop rentrer dans les détails. Mais au lieu que t'as deux solutions, c'est soit on te retire une partie et tu peux revenir, soit sinon c'est on te le répare. Et là, t'es absent plusieurs mois. Ouais. Donc lui, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait une réparation. Et puis je pense qu'il aurait peut-être pu revenir en fin de saison, mais je pense qu'ils se sont dit déjà il est rookie, il a montré du potentiel, et en plus les Sixers tankent, donc ils l'ont pas. Du coup, il est pas du tout revenu sur le terrain. Mais pourquoi j'ai pris cette stat là ? Parce que moi je trouve qu'il a montré quand même des choses intéressantes sur le peu de matchs qu'il a joué. Moi j'ai bien aimé sa saison, sa courte saison. Où déjà on a affaire à un shooter, je pense à un shooter d'élite. Alors faudra qu'on en voit plus en NBA, mais il avait déjà ce truc-là en NCAA où il était à 90% au lancer franc et à plus de 40% à 3 points. Bon là, le shoot à 3 points, on l'a bien vu. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est on n'a pas juste à affaire à un joueur de catch and shoot statique. C'est vraiment, il y a beaucoup de shoot en mouvement. On a vu aussi quelques relocalisations sympathiques où, j'ai vu des comparaisons avec Stephen Curry. Pareil, je pense qu'il faut pas trop s'enflammer non plus. Mais en tout cas, on a vu vraiment des trucs bien. Il y a même eu des matchs, je me souviens, face au Magic, face à Jonathan Isaac, face à... Ouais, il place des premiers pas face à Jalen Suggs, qui était assez impressionnant. Ouais. Le côté sans écran même, ouais. Ouais, quelques trucs sympas. Moi, ce que j'aime bien, en plus, il y a un peu ce côté où décélération, je vais un peu chercher. J'ai vraiment bien aimé. Le passing est aussi sympa, sans être non plus élite, mais ouais, je trouve un joueur vraiment intéressant offensivement. Et peut-être qu'à sa draft, on pensait plus savoir faire un joueur off-ball, et je me demande, il y a peut-être quelque chose à aller gratter. En tout cas, je trouve on-ball et peut-être un potentiel un peu de création. Oui, effectivement, c'est un peu la bonne surprise. Moi, surtout que le truc, c'est qu'on me l'avait un peu vendu comme le petit shooter de pull-up, quoi. Et c'est vrai que cet aspect de vraiment l'explosivité sur le plan horizontal, de placer des bons premiers pas et d'arriver à dépasser des bons défenseurs, hein. C'est pas comme si on l'avait scouté contre Washington ou ou contre Charlotte, quoi. Il y a vraiment de bons adversaires sur lesquels il arrive, semble-t-il, à avoir un plutôt bon drive. D'ailleurs, j'ai pas les stats sur drive, je sais pas si tu les as, toi, mais moi, il est pas passé mon cut de mon tableur Excel, comme j'ai un peu filtré par rapport au match. Mais ça m'étonnerait pas que ça soit pas mal vis-à-vis un peu des touchés de balle, qui est un peu sa force principale, la variété de jump shot, pull-up, catch and shoot, etc. Le passing, c'est pas la folie, mais disons qu'il y a un peu les basiques déjà. Donc pour un espèce de créateur offensif de pick and roll, je pense que ça peut le faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, on peut arriver peut-être à rêver en un sens, non pas de son propre potentiel, mais de se dire que si on a la vraie équipe des Sixers de l'an prochain, et à court terme, on va dire, peut-être que lui n'a pas besoin d'être plus que l'espère de méga giga génial joker en sortie de banc qui apporte ce chaos et qui a pas forcément une attente de tiens, il faut absolument que ça devienne le mec à 30% d'usage, volume de star, grosse efficacité, pull-up à 3 points, et que parce que ça, je pense qu'il y aura un plafond peut-être vis-à-vis de la taille. On vient de parler de Maxey, qui est un peu pareil. Maxey est un peu limité de sa taille, de ses longs bras, de ce manque de longueur de bras justement, pardon. Donc
sur le potentiel long terme, tu vois, je pense pas qu'on ait affaire à un All-NBA First Team évident. Après, il y a des points de bascule. Si le shoot, je sais pas si ça va être Curry, hein, mais si le shoot est de très haut niveau avec ce mouvement-là, ouais, ça peut largement compenser à terme et en faire un truc très sympathique. Mais en tout cas, à court terme, c'est très cool. Tu vois, t'as ton équipe avec Maxey, Paul George, Joel Embiid. Je pense que Quentin Grimes ou le rookie Vijay Combe, peut-être défensivement, sera peut-être un peu plus viable pour être un peu le poste 2 titulaire, on va dire. Et t'as ce genre de création de offensive en sortie de banc, sur du court terme au moins, c'est quand même top, quoi. Après le long terme, on verra. Mais ça a été quand même une très très belle surprise cette saison parce que je ne m'attendais pas à autant de création pure, en fait, je dois dire. Ouais, c'est pareil. Moi, je l'avais pas du tout scouté, donc c'est comme toi, j'ai un peu regardé autour. C'est vrai que moi, j'avais pareil ce sentiment que c'était un shooter pur, seulement de pull-up ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que même moi, le profil ne m'excitait pas trop au moment où on l'a drafté. Même je comprenais pas trop parce que sachant qu'il y avait déjà Maxi, tu te dis ça fait un peu redondance dans le sens où t'as déjà un petit où la défense, on va dire, est pas très positive. Mais c'est vrai que rapidement, ça m'a surpris de voir un peu ce jus de création on-ball qui est vraiment sympa. Et effectivement, je suis allé voir sur Drive, donc il est à 8,7 drives par match. Et en finition sur layup, il est à 51%, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc après, comme on l'a dit, c'est encore sur un petit volume puisqu'il a pas beaucoup joué. Mais c'est vrai que si on a ce truc de gros shooter à 3 points, plus si on a un peu ce côté drive et un peu passing, effectivement tu peux te retrouver avec un joueur sympa s'il peut faire un peu de connecting, ce genre de choses. Ça te fait en fait un joker en plus. Et pour une équipe qui a 3 gros contrats, plus en fait ton magazine de joueurs un peu comme ça que t'as récupéré à la draft, c'est toujours positif. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de ressemblances à faire avec Maxey, je trouve, en termes de taille, profil physique, mais aussi athlétique. Peut-être que Maxey était quand même encore plus explosif, cela dit. Je trouve. Ouais, je pense. Même, ouais, pas mal. Mais tu vois, il y a un peu ces mêmes similarités, où le drive, il va gagner sur le flotteur, surtout plus que par un 10 sur 10 au lay-up et vraiment sous le panier. Mais il peut gagner sur le toucher de balle au niveau des flotteurs, plus la menace du pull-up à 2 points, à 3 points. Donc il y a quand même pas mal de similarités. Le passing, comme on a dit, est sympa sans être génial. Donc peut-être redondance ou alors peut-être juste 48 minutes ou plus de ce profil-là, quoi, au final. Donc ouais, pour moi le niveau de shoot est un peu le point de bascule. Après, c'est quoi, c'est 23 matchs, on verra, on va pas non plus le graver dans le marbre, ni les shoots, les pourcentages de flotteurs, ni à 3 points, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je crois qu'on les a même pas cités, et c'est peut-être pas plus mal qu'on l'ait pas fait, qu'on l'ait pas encore cité pour l'instant, mais effectivement, on pourrait espérer ce genre de choses, quoi. Donc ouais. Et d'ailleurs, qui est-ce qu'il y avait de disponible à la draft au moment où il se fait drafter? Qu'est-ce que t'espérais plutôt à la place, toi? Moi, j'avais pas trop de noms parce que comme dit, j'avais pas trop suivi un peu, mais moi le nom qui revenait souvent, c'était Dalton Knecht. Ouais. Mais au final, moi je préfère avoir, tu vois, à l'heure actuelle, je préfère avoir Jared McCain qui a quand même là pour le coup, Dalton Knecht, c'est plus un shooter off-ball. Alors c'est sympa, il y a la taille, moi j'aime bien le profil, mais j'ai quand même l'impression qu'on a plus à faire à un shooter off-ball, alors que McCain a quand même montré un peu plus de choses de potentiel de création. Ouais, puis je crois que Dalton Knecht, genre dans 2 semaines, il paye plein pot quand il prend le TGV, quoi. Il aura plus la carte à 12,25, donc ouais. Donc c'est aussi la différence, Jared McCain, il a c'est vrai 20 aussi, ans, quoi. Oui, c'est vrai qu'il est, ouais. C'est ça. Mais Knecht, Da Silva était juste après, Jacoby Walter, donc de Toronto, qui a pas non plus beaucoup joué, Jalen Tyson au Cavs qui a pas joué, Yves Missy, Darren Holmes. Ouais, non, franchement, ça a été un peu le pari création, en fait, assez clairement, parce qu'après là c'est des bons profils, mais pas création pour le coup. Donc ouais, non, mais très belle satisfaction, mais qui a duré 20 matchs, quoi, malheureusement. C'est ça. Oui, d'accord. Eh bien, ma 5e stat du jour, moi, il m'en reste quelques-unes, mais tiens, je vais partir sur celle-là. Il faut quand même qu'on en parle. Le bilan des Sixers, 26,7. Ce sont les minutes par match de notre ami Gershon Yabusele, qui malheureusement est parti depuis, mais tout de même, dans le cadre de ce bilan de la saison, lui aussi a été une des très très belles satisfactions. Tu vois, au final, il y en a quand même pas mal. Il y a eu des grosses déceptions sur les joueurs majeurs, malheureusement, et sur l'ambition de l'équipe en conséquence. Mais entre Yabusele, entre McCain, entre le passage de Quentin Grimes, peut-être on parlera aussi de Adam Bona en bonus ou je sais pas, mais Justin Edwards aussi que j'ai bien aimé moi personnellement. Mais Yabusele, c'est quand même bien ce minutage parce que en fait c'est un vrai minutage et il a juste aussi confirmé que désormais c'est un joueur NBA. Ce qu'il n'était pas auparavant. Ce qu'il n'était pas, non pas parce qu'il n'était pas en NBA, mais parce que même à l'époque, tu sais, à Boston, en fait,
Bon voilà, il fait 30 matchs par-ci, 40 par-là, 6-7 minutes de moyenne, pas plus. Il était présent, mais c'était pas un joueur NBA quoi pour le coup. Il est retourné en Europe, il a fait sa petite carrière en Europe. Il a balancé Dante Exum sur la tête dans une bagarre. Non, il a joué au Real Madrid surtout. Et en effet, il revient et tu vois, là c'est pareil. Je trouve que parfois il y a peut-être un peu d'emballement sur lui, mais cela dit, je trouve que c'est. D'ailleurs, je me suis un peu trompé, non ? C'est 27 minutes par match, c'est pas 26 et quelques, c'est 27,1 sur le minutage. J'ai pris celui de Clean the Glass où il n'y avait pas le garbage time, c'est peut-être pour ça. Mais c'est un vrai joueur qui a une vraie place dans la rotation, peut-être un peu plus élevé que ce qu'on aurait pu penser d'ailleurs, parce qu'il y a eu des blessés. Mais je pense que l'an prochain, il sera pas à 27, mais il sera largement à 22, 23, 24, quoi. Je pense que c'est un vrai joueur de rotation désormais, parce que c'est pas un titulaire, la défense est peut-être un peu short, mais il a montré avoir le pick and pop, en fait. Il a vraiment montré avoir ce shoot, qui, pour un poste d'intérieur, est assez intéressant. 38% sur 4 par match. On est vraiment sur un bon joueur de ce côté-là. Je serais un peu curieux d'avoir ton avis sur Yabusele, qui reste une des satisfactions, mais comment est-ce que tu projettes un peu son rôle futur en NBA maintenant désormais qu'il s'est réinstallé? Bah, comme tu l'as dit, moi, quand on évoque son nom, ce que je retiens, c'est le pick and pop. En fait, pour moi, c'est vraiment moi, je pense que c'est vraiment ça, cette arme-là qui a fait qu'il peut maintenant se faire une place en NBA. Ce qui avait un peu bloqué, à mon avis, quand il était première fois drafté du côté de Boston, bah, c'est que le shoot à 3 points, il était pas là. Ouais. Et là, c'est vrai que bah là, on le voit sur un très gros pourcentage. La seule peut-être limite, je trouve, c'est qu'il a une mécanique vraiment très très lente. Mais bon, vu que tu l'utilises un peu en pick and pop face à des big en drop, le temps qu'il y a un close out, peut-être que, en tout cas, lui, il a été efficace là-dedans. Après, je suis pas non plus. Moi, je trouve qu'il y a eu un emballement peut-être un peu trop. C'est quand même un joueur qui a quand même des limites. Faut pas l'oublier. Moi, je trouve que défensivement, c'est très compliqué. En fait, le problème, c'est que c'est un big pour moi offensif, qui a même aussi un passing qui est plutôt pas mal, côté short roll, tout ça. Il n'y a pas non plus que le shoot, hein. Il y a même aussi quelques possessions en post-up. Enfin, il sait pas que shooter. Donc, en attaque, je trouve qu'il est vraiment intéressant. Après, le problème, c'est que pour moi, c'est intéressant de l'utiliser en poseur d'écran, en attaque. Mais il a plus un peu ce profil big, mais le problème, c'est que c'est de l'autre côté du terrain. C'est la défense, je trouve que c'est problématique. On n'a pas affaire à un bon protecteur de cercle. En défense de drop, il est pas bon. Enfin, en fait, il est très lourd, si tu veux, sur ses appuis. C'est vraiment un joueur qui est très lourd et qui est petit. Il est pas très grand. Donc, c'est pour ça qu'en termes de protection de cercle, c'est pas trop ça. Et même le faire jouer, alors on l'a pas trop vu à côté d'Embiid, mais si tu veux le faire jouer, à côté d'un autre big, ça va être plus au niveau des déplacements latéraux, tout ça, où, comme j'ai dit, il est très lourd sur ses appuis. Et je pense que c'est un peu là où défensivement, il va avoir certaines limites, mais c'est vrai que moi, je le vois bien. Là, du coup, il est à New York maintenant. Je pense qu'il aura un vrai rôle par contre en second big après Karl Anthony Towns par exemple, ou en plus l'avantage c'est que tu pourras reproduire un peu les mêmes schémas de pick and pop avec lui, mais après passer sur le palier d'au-dessus d'être des titulaires, j'ai quand même du mal à le voir. Et même en étant, tu vois, un second big, si t'as peut-être besoin des fois de plus de défense, c'est là où ça va être la limite. Donc pour moi son rôle ça va être un peu big remplaçant, voire troisième big, mais je le vois pas avoir un plus gros rôle que ça non plus. Après, tu vois, j'aime bien aussi le roll sur pick and roll quand il roule au panier. Alors c'est pas génial parce qu'il y a pas des tonnes de centimètres, mais je trouve qu'il y a une certaine vivacité aussi dans la manière dont il roule au panier. Il est assez puissant en plus. C'est assez il y a plutôt un bon pop vertical, on va dire. Donc c'est quand même pas mal, quoi. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des stats, j'avais noté quelque part, il doit être moyenne, voire moyenne haute en termes de roll, de finition au panier. Alors ça inclut aussi les pick and pop, c'est vrai. Mais on l'a vu aussi sur des sets cette saison, on libère totalement un quart de terrain, on fait un pick and roll et hop, c'est lui qui a tout un quart de terrain pour débouler dans la raquette et il y va, quoi. Donc il y a ça, il y a un peu de jeu en face-up face au jeu loin du panier, on va dire. Donc pas que de pick and pop, mais même balle en main depuis le 3 points, on peut faire des drives sur des défenseurs un peu plus fragiles, un peu plus costauds, un peu moins costauds ou alors un peu moins mobiles. Donc il y a quand même de quoi faire, hein, pour le coup. Et là où je suis très agréablement surpris, c'est que déjà, j'avais pas suivi l'Europe. J'avoue que j'avais pas du tout suivi l'Europe. Et donc pour moi, quand il y a les premières rumeurs de il revient en NBA avec, en fait, suite au dunk sur LeBron, je sais pas que je trouvais ça gaguesque, mais je me dis, mais ça a pas de sens. Pourquoi juste à cause d'un dunk sur LeBron, le mec va revenir en NBA? C'était un peu l'impression que j'avais. En l'occurrence, je pense pas. Je pense qu'il y a des mecs qui avaient un peu fait du scouting, etc. Alors peut-être ça a joué le dunk d'un point de vue image, je ne sais pas.
Mais voilà, il faisait quand même des très belles choses au Real Madrid, donc je pense que ça se basait aussi un peu là-dessus. Mais tu vois, l'image, moi, c'était, ouais, il a fait un dunk en finale des JO et du coup, on le prend en NBA. C'était un peu, bon, enfin, ça peut pas marcher si c'est juste sur le dunk. Et là, le fait qu'on ait un vrai joueur NBA, je trouve que, en fait, c'est cool. Il y aura peut-être un plafond, il va pas exploser titulaire, All-Star, etc. Mais en fait, c'est un joueur NBA. Et pour moi, déjà, ça c'est une très belle victoire par rapport à là d'où il partait. Et c'est marrant parce que je sais pas si tu avais suivi déjà la NBA à l'époque et la draft, mais on en parlait à l'époque, c'était le French Draymond Green en 2016. Oui. Bon, en fait, c'est juste parce qu'il était un peu petit comme lui, un peu costaud comme lui, et donc voilà. Mais autant on parlait déjà du shoot à l'époque, mais c'est vrai que la défense, il n'y a rien à voir. Donc c'est vraiment un peu un biais de stéréotypage, de morphologie pour le coup en 2016 à la draft. Mais voilà, vrai joueur NBA désormais. Donc ça c'est une première victoire, on va dire, dans son développement, même s'il est déjà un peu vieux, quoi, pour le coup. Mais et contractuellement, où est-ce que ça a bloqué? C'est que il prend 5 millions par an, je crois, au Knicks. Ça doit être la biannuelle, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et les Sixers n'avaient pas ça, non? En fait, le problème, c'est, en fait, le souci, c'est que si tu proposes les Sixers auraient pu proposer une partie de la mid-level exception. Ouais. Le problème, c'est que tu es hard-capé à la first tape round. Et en fait, dans le jeu des négociations avec Quentin Grimes, ça te bloque à un certain montant. Oui. Donc, si par exemple une équipe venait à se créer du cap et que du coup toi, tu pourras pas matcher puisque tu seras hard-capé au first tape round. Donc en fait, c'est pour ça. Alors Daryl Morey l'a dit, ils lui ont proposé le minimum puisqu'en fait, il pouvait pas plus en attendant les négociations de Quentin Grimes. Et je pense que Yabusele, lui, il voulait bloquer un spot à un certain montant rapidement. Les Knicks sont arrivés avec une offre et c'est pour ça qu'il est parti. Mais moi, c'est vrai que j'avais peu d'espoir qu'il reste parce que on le savait, il y avait toutes ces contraintes là maintenant du CBA qui faisait que c'était clairement pas garanti vu que vu qu'il a fait qu'un an aux Sixers, c'est full bird, donc t'es vite limité en fait au final. Oui, alors les bird rights, c'est quand un mec est chez toi depuis longtemps, tu peux prolonger, tu peux dépasser le salary cap en offrant plus que 200% du salaire, etc. Alors que quand tu l'as depuis pas longtemps, t'as des limitations sur à quel point tu peux le faire. Mais bon, tout ça est financier, mais tu vois, j'étais étonné qu'il soit pas parti à la deadline au final. Oui. Parce qu'il y avait ce risque de le perdre pour rien, et je me suis dit, d'ailleurs, il était un peu sur le marché, de Denver cherche un backup pivot, ou des équipes comme ça, finalement, il est pas parti, et il nous fait une bonne saison au final. Donc voilà, bonne satisfaction aussi, notre ami Gershon Yabusele, qui revient en NBA. J'espère juste qu'il va pas creuser la route de Dante Exum. C'est juste ce truc-là, pour le coup. Bref, donc on a fait 5 stats chacun. Est-ce que il te reste un peu des stats en bonus ou des joueurs dont tu voulais parler qu'on n'a pas encore évoqué dans ce bilan 2025? Oui, j'en avais une. Il m'en reste une. C'est 7,4. Ouais. Et en fait, c'est le bloc percentage de Adem Bona. Donc pour situer un peu, c'est dans le 98e centile. Et il se retrouve un peu avec des joueurs comme Walker Kessler, Donovan Clingan, Chet Holmgren, qui a pas joué beaucoup de matchs. Après, attention, Adem Bona aussi a pas eu un gros minutage, hein. Il a 15 minutes par match et il a joué 58 matchs. Donc voilà, c'est pas fait sur un gros temps de jeu, mais je trouve que cette stat traduit bien un peu son profil et ce que j'aime bien chez lui. Alors c'est pareil, c'est un rookie, hein, comme Jared McCain qui a été drafté au second tour. Mais il a montré, je trouve, un beau potentiel. Ouais. Moi, j'ai bien aimé sa défense. C'est pas un joueur qui est très grand. Il fait 6'10", mais par contre, il a une grosse envergure, hein. Il fait 7'5", je crois, quasiment. Donc, il y a vraiment un gros bonus d'envergure. Et c'est vrai que, intéressant en protection de panier, en tout cas, en termes de bloc, ou vraiment pour un rookie, c'est quand même pas mal de voir des chiffres comme ça. Je crois en protection de panier, il inflige, j'ai regardé rapidement, moins 6%. On n'est pas dans l'élite, mais bon, je me dis pour un rookie drafté au second tour, c'est quand même pas mal. Et ce que j'aime bien aussi dans son profil défensif, c'est il peut défendre en drop. Il y a aussi des séquences où tu le vois un peu switcher parce qu'il a quand même une bonne mobilité. Presque je le préfère un peu en mobile, moi, pour le coup. Un peu comme Jalen Duren, tu vois, qui peut tout faire à peu près, mais que je préfère un peu dans sa mobilité, Jalen Duren. En général, pour être élite en drop, il faut vraiment être très grand, très costaud, etc. Et pour l'instant, il m'a pas l'air encore suffisamment costaud. Non. Alors qu'au contraire, que la mobilité est intéressante. Donc je le préfère presque pour l'instant dans ce genre de schéma un peu edge ou switch, en effet. Mais alors, j'ai appris que c'était j'ai appris il y a quelques semaines là que c'était en fait tu vois, il est top 20 de sa classe de lycéen. Donc j'ai un peu plus compris pourquoi j'aimais bien le profil physico-athlétique, etc. C'est quoi là, en général, ces mecs-là, les top lycéens de leur QV aux États-Unis, ils sont quand même physiquement top, quoi, pour le coup. Il a déjà 22 ans.
pour le coup, donc c'est un peu plus vieux que d'habitude, mais alors je crois qu'il vient pas des États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises, il est nigérian, il me semble. Nigérian, ouais. Et tout à fait, classe de lycéen 2022, donc il a passé, je vais quand même vérifier en 2 clics, voilà, 2 ans à UCLA. C'est pas un one and done, 2 ans à UCLA. Mais non, je suis très fan aussi. Moi j'avais noté une stat aussi, c'était c'était pas le block percentage, moi je préfère le pourcentage à quel point tu infliges une perte d'efficacité au panier. Il a moins 6,2%. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, sur les gros volumes de défense du panier, c'est au-dessus de la moyenne. Donc voilà, sur les gros volumes défendus au panier, il fait pas mal chuter l'efficacité. Alors, moins 6, c'est cool. C'est pas élite, hein. C'est pas encore au niveau moins 10, moins 12, etc. Mais je trouve ça déjà bien. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu crées de la valeur à partir de rien, quoi, quasiment. Un second tour de draft, ça te coûte rien. Et tu peux littéralement en faire un joueur de rotation à terme, voire même à très court terme déjà. Un peu comme Yabusele, il t'a rien coûté, un minimum ou pas loin, et tu le fais venir. C'est un joueur de rotation. Je pense que c'est aussi un truc intéressant avec Daryl Morey, c'est ce côté arriver à trouver des talents. Tu vois, à l'époque, c'est pareil, d'Anthony Melton, c'est Daryl Morey qui le prend. À l'époque des Rockets, alors il joue jamais aux Rockets parce que de suite, il se fait échanger pour salary dump Ryan Anderson. Mais voilà, le salary dump a marché parce que les Suns ont dit ah oui, c'est vrai qu'on aime bien Melton aussi. Mais il y a aussi ce truc-là, et il y en a un autre dans ce lot, c'est Edwards. Qu'est-ce que tu penses un peu de Justin Edwards, qui lui aussi, d'ailleurs au passage, lui-même encore plus, était une star lycéen, donc d'une QV qui était pas la meilleure de l'histoire, hein, pour le coup. C'était même un peu la plus faible de classe de lycée de mémoire récente, qui a donné la fameuse draft 2024. Pas top, hein, on peut le dire, la draft 2024. Ça part du fait que la QV de lycéen 2023 est pas top, mais tu vois, c'était considéré comme le 3e meilleur lycéen du pays. Kentucky, donc on se doute que pas très bien géré par Calipari. Mais là encore, hein, un mec qui est drafté plus undrafted même carrément, ouais. Donc merci Calipari, tu vois. One and done, Calipari undrafted. Merci Calipari. Mais non, mais voilà, du talent pur, on a vu une pas mal polyvalence au scoring, et je crois que moi ce qui me plaît le plus, c'est presque le potentiel au shoot en fait. Ouais, bah tout à fait. Ce que j'allais te dire, moi, c'est vraiment il a l'air d'avoir un très bon toucher de balle, vraiment un bon shooter. Enfin, il y a un beau potentiel de shooter, et peut-être même un peu plus. Alors, je pense pas qu'on sera sur un créateur ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'à terme, on pourrait très bien avoir un joueur de rotation qui a du catch and shoot, qui a peut-être un poil de pull-up, mais surtout qui peut un peu attaquer des close-out et avec sa taille finir. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un ailier dans un effectif des Sixers, je trouve qu'il en manque. C'est vrai que ça a été un peu la bonne surprise. La défense est pas trop mal, pas non plus pas dingue, mais peut-être que tu vois à terme, si on a un défenseur neutre positif, déjà ce sera très bien. Mais c'est surtout moi ce que je trouve, ouais, comme t'as dit, impressionnant, c'est un joueur qui est undrafted. Donc rien que déjà, si c'est un joueur que en playoff il sort de ton banc, bah c'est une énorme victoire déjà. Oui, c'est super quoi. Numéro 3 de ta QV de lycéen, 1 an par Calipari, undrafted, 1 an sous Nick Nurse, et tu deviens un joueur de rotation NBA. Voilà. Ouais, c'est quand même déjà mais c'est vrai que c'est un truc, c'est vraiment, je trouve, c'est la signature Daryl Morey de faire ce genre de choses. Ouais. Il y a Ricky Council, alors ça a moins marché cette saison, mais l'année dernière c'était un peu le même cas où en fait c'est un undrafted mais qui avait montré quand même des bonnes choses et qui était un joueur de rotation, en plus dans des Sixers qui étaient un peu plus compétitifs l'année dernière. Mais c'est un peu la signature de Morey en fait, il prend des joueurs qui étaient extrêmement cotés au lycée. En NCAA, ça a pas marché. C'est soit des mecs qui tombent au second tour ou qui sont undrafted, et lui, il les draft, et c'est vrai que ça a souvent donné quand même des bons résultats. Il a pris d'ailleurs Jalen Hood Schifino, le mec des Lakers, qui était aussi un top 20 lycéen à l'époque, et qui se fait drafter juste avant je ne sais plus qui, que les... Ouais, il est drafté assez haut, je crois, en 17e position, je crois, quelque chose comme ça. Devant Jaquez, Podziemski, Cam Whitmore, Noah Clonley, voilà. Effectivement, c'est pour ça que les fans des Lakers se moquaient de ça. Non, mais après, voilà, il y aura beaucoup d'échecs sur ce genre de cas, mais en fait, pareil, il suffit que t'en aies un qui marche, et puis c'est cool, quoi. Enfin, littéralement, ça coûte rien, donc autant le tenter. Reggie Jackson aussi d'ailleurs fait partie des bonnes signatures de l'été dernier, je trouve. Reggie Jackson, qui a pas trop joué, 31 matchs lui aussi, mais même quand il jouait, il a pas joué des tonnes cette saison. Mais voilà, j'espère que peut-être on aura un meilleur backup
avec lui, il est sous contrat ou pas l'an prochain? Je ne sais plus, je crois pas. Non, il a été tradé en fait, c'est vrai. Il y a eu un gros changement de cap à la deadline. En fait, pas mal de, il y a beaucoup de joueurs. Il y a aussi Lonnie Walker qui a été testé, mais ça a pas donné grand chose. Il y a eu pas mal de tests comme ça. Il y a eu aussi un Chuma Okeke à un moment qui a été testé. Pas beaucoup de joueurs comme ça, mais qui finalement ne seront pas sous contrat en tout cas la saison prochaine. Joueur un peu plus majeur tout de même, nous avons Eric Gordon qui fait pas sa meilleure saison, hein, pour le coup. Alors il shoot bien lui, pour le coup, 40%. Ouais. Heureusement qu'il était là pour mettre des shoots, mais bon, il a quand même 36 ans, il a re-signé. Lui, pour le coup, il sera là l'an prochain, je crois, pour un minimum, au moins pour être dans le vestiaire et mettre des 1-3 points de temps en temps. Donc ça c'est bien, mais rien de plus à dire sur lui. KJ Martin qui a enfin été échangé. Utah, non, je crois. Il doit être dans ce trade-là. Ouais. Kyle Lowry, encore là, éternel, qui va jouer pour une 20e ou 21e saison en NBA, je ne sais plus. C'est quand même assez fou pour un mec aussi petit, et l'évolution en carrière est dingue. Mais bon, je vais pas dire que c'est fini, mais presque, hein, Kyle Lowry. Bon. Ouais, là, l'attaque est finie depuis 2-3 ans déjà, on a compris. Ouais. Mais après, je sais que c'est si ce n'est le joueur préféré de Nick Nurse. J'avais écouté une conférence qui donnait là aussi, où il parlait de ça, du fait que en fait c'était à l'époque Toronto, c'est un peu son quarterback, tu sais, genre en pleine finale NBA, il dit ah ouais, je pense tester une box and one, et ça avec Kyle Lowry qui dit OK, reste là, il explique à tous les autres et tout. Donc voilà, il y a aussi cette patte là, pour ça qu'il re-signe pour l'an prochain, mais c'est peut-être plus pour de la, non pas figuration, mais pour le vestiaire et pour le je pense qu'il va être coach, hein, Kyle Lowry, en tout cas je l'espère. Oui. Non, le vrai dernier joueur majeur qu'on n'a pas évoqué, j'aimerais bien en parler 2 secondes, c'est petite déception pour Caleb Martin, sans doute, qui quand il a joué a pas été fantastique, mais c'était pas non plus catin, hein. Je pense que voilà, mais par contre qui a été échangé pour un move financier, hein, on rappelle, il avait été signé pour quoi, pour 7-8 millions, ou peut-être même un peu plus, je crois. Ouais, c'est ça. Et comme ouais, c'est ça, 9-10 même, hein, 9-10, et comme les Sixers n'allaient pas être compétitifs, la direction, qui en général n'aime pas payer la taxe côté Sixers, a dit tu me l'échanges, tu te débarrasses, tu salary dump, et c'est pour ça qu'il a été envoyé à Dallas. Et donc ça a permis d'avoir Quentin Grimes, qui finalement est peut-être aussi un des trades, le trade de l'année à mon avis, ou un des, parce que t'échanges Caleb Martin, qui est bien, que j'aime bien moi pour le coup, je suis peut-être un peu plus que la moyenne sur lui, mais tu récupères un jeune, comme on l'a dit, qui est plus jeune, plus de création, et en plus tu récupères ses droits. C'était quand même une masterclass de move, hein, ça aussi, côté trade, hein, pour le coup. Ouais, bah un peu passé sous les radars, parce que je pense qu'il y avait eu le trade de Doncic il y a pas longtemps, en plus. Oui. Là, pour le coup, c'est le même GM. Mais c'est vrai que moi, je m'attendais clairement pas à ce genre de move. J'étais sûr, parce qu'en plus, moi, j'ai toujours aimé Quentin Grimes, et je m'attendais pas à ce qu'on puisse récupérer avec ce que les Sixers avaient, un Quentin Grimes. Mais non, mais Caleb Martin, pour en revenir à lui, moi aussi, c'est un joueur que j'aime bien. J'avais bien aimé la signature. Il a montré des choses intéressantes, mais pareil, le problème de lui, c'était les blessures, en fait. Il a été énormément blessé. Blessure à la hanche, et même, pour la petite histoire, quand il y a eu l'échange entre Quentin Grimes et lui, alors Dallas, en plus de récupérer Quentin Grimes, les Sixers récupéraient un second tour de draft. L'échange, c'était ça à la base. Et en fait, ce second tour de draft, finalement, n'a pas été échangé, parce que Caleb Martin a passé des tests médicaux avec Dallas, et ils se sont rendus compte qu'il y avait des pépins physiques, et ils ont dit les gars, nous on annule le transfert, mais on le garde, mais par contre vous nous redonnez notre second tour. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Un peu comme Joe Holiday quand il est revenu aux Blazers là. Du coup les Blazers à la base avaient donné les second tours à Boston, et finalement ils ont dit attends, le médical est pas bien, on garde les second tours, quoi. Ouais. Effectivement. Non, mais moi ça aurait pu être un bon joueur de rotation qui aurait été gardé, je pense, si les Sixers avaient été en play-off. Oui. Mais tu vois, on s'attendait à ce qu'il soit échangé, on le savait, une semaine avant la deadline, on savait que voilà, ça se discutait, ils vont pas payer la taxe, ils sont nuls, il va se faire échanger. Donc le salary dump, on savait qu'il allait arriver. Mais d'avoir Quentin Grimes en échange, un mec qui est en plus fin de contrat rookie, t'as les droits, etc. C'est une aubaine assez incroyable. Donc voilà pour ce bilan des Sixers, assez complet, je l'espère, et comme exposé, des points très mauvais, mais aussi pas mal de bons points au final, qu'on arrive à piocher à droite à gauche. J'espère néanmoins que la saison prochaine, il n'y aura pas que des petits bons points positifs, mais peut-être un meilleur bilan. En tout cas, merci beaucoup, Matt, d'être passé sur le Basket Lab pour ce bilan des Sixers. Merci à toi, c'était un plaisir.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Sixers, qu'on n'attendait peut-être pas à ce point en début de bilan. D'habitude on fait les mauvaises équipes en début de bilan et puis les meilleures à la fin. Mais voilà, saison un peu catastrophique niveau blessure. J'ai un peu l'espoir secret que tout se passe bien l'an prochain pour eux et que voilà, la conférence Est sans Boston soit un peu plus ouverte, on va dire. Mais je crains que les news, c'est que Embiid n'est toujours pas revenu, c'est que Paul George est repassé sur le billard. Ça fait quand même un peu peur. Ça fait un peu peur et je me demande si, en fait, c'est un peu qui tout double. J'ai l'impression que soit tout va bien, on va au bout, ou on a une chance d'aller au bout en tout cas contre New York et contre les Cavs. Soit sinon, à mon avis, on va peut-être pas assez loin de se rapprocher de tout faire péter en fait. À mon avis, ça pourrait ressembler à ça d'ici 12 à 18 mois dans un scénario pessimiste, très très pessimiste même. Mais pour l'instant, donc voici leur bilan. Et donc nous, de notre côté, nous allons nous retrouver demain pour un nouveau podcast. Et le bilan de demain, ce seront les Chicago Bulls. Et puis, je rappelle aussi que si ça vous intéresse des petites rétrospectives vidéo NBA 2025, on fait une série actuellement sur YouTube. Donc rendez-vous sur YouTube. L'idée, c'est que il y a des matchs NBA, on revient sur les chocs tactiques de la saison et donc un format un peu long, mais pas non plus 3 heures, en 45 minutes, 1 heure, on se refait le match tactique un peu comme un format de toutes les actions all possession grosso modo, mais avec moi par-dessus qui fait de la voix tactique, on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse un peu de tactique, rendez-vous sur YouTube. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Matt d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.